la part du lion de la rencontre d'aujourd'hui. Donc, une belle heure à peu près de présentation. Vous allez voir, c'est très, très riche et très dynamique. Et ensuite, bien, on veut vous entendre, on veut entendre vos questions. On aura une généreuse période de questions que je vais modérer. Et comme vous aviez pu le voir sur la planche à l'entrée, bien, avant votre arrivée, ce sera avant votre arrivée. Avant qu'on démarre plutôt, ce sera une période de questions qui sera écrite. Donc, je vous invite à garder vos questions écrites jusqu'à ce moment-là pour éviter la cohue dans la conversation. Alors, pour bien démarrer, bien, je vais passer la parole à Mathieu Corriveau, qui est de la Coalition Climat Laval. Alors, Mathieu, la parole est à toi. Oui, bonjour. Donc, vous m'entendez bien? Je suis Alexandre, oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, au nom de Coalition Climat Laval et de ses partenaires, le Conseil régional de l'environnement, Laval en transition et la planète s'invite en santé. Je souhaite à tous la bienvenue à cette deuxième conférence Aménageons ensemble des écoquartiers pour la santé. Pour vous mentionner, Coalition Climat Laval, c'est un organisme qui milite pour l'atteinte de la carboneutralité, un grand enjeu de société, dans l'horizon 2042 à 2050. Et pour atteindre ce but, on croit qu'il est nécessaire que tous les citoyennes et citoyens de la société collaborent ensemble au développement d'une société qui est sobre en carbone et respectueuse de son environnement. Puis, à ce titre, les projets d'écoquartier sont bien sûr des projets qui sont stimulants, intéressants et absolument nécessaires pour nous engager vers une réelle société carboneutre. Dans le contexte de Laval, les citoyennes et citoyens ont la possibilité d'exprimer leurs idées à la ville grâce à l'organisme Repensons Laval. Cet organisme organise des consultations publiques, par exemple pour le projet d'aménagement de la gare Sainte-Rose. En septembre passé, il y a eu une deuxième consultation publique pour connaître les idées et les avis des citoyens concernés. Si cela vous intéresse, vous pouvez voir un lien dans le chat dans votre chat, donc pour creuser davantage la question. De notre point de vue, chez Coalition Climat, Laval et les autres partenaires, nous croyons que tous les développements à Laval et dans les autres villes aussi d'ailleurs, ça devrait être comme le futur quartier de la gare Sainte-Rose, ça devrait être des projets d'écoquartiers inspirants et exemplaires. Si cette thématique-là vous intéresse, je vous invite également à revoir notre première conférence du 19 novembre dernier. Également, pour vous mettre en contexte, la première, on organise avec les partenaires 5 conférences à la fin de 2020 puis tout au long de 2021 et sur la thématique des écoquartiers. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième et ça traite d'un volet plus spécifique des écoquartiers, soit la thématique de la santé. Et puis, on a réfléchi également ensemble, c'est quoi le but de toutes ces conférences-là? On veut s'assurer que tous les citoyennes et citoyens soient bien informés, bien outillés pour qu'ils puissent apporter leur contribution dans les processus de consultation ou encore être bien outillés pour agir à leur façon dans des projets. Et tout ça va nous permettre, ensemble, de pouvoir voir émerger des beaux écoquartiers à Laval dans les prochaines décennies. Sur ce, chers participantes, participants, je souhaite à tous une excellente rencontre et que ça vous apporte des connaissances utiles et intéressantes. Merci également à nos conférencières. Bonne journée. Merci beaucoup, Mathieu. Maintenant, je passerai la parole à Élodie Morandini du Conseil régional de l'environnement de Laval. Bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Élodie, donc le Conseil régional de l'environnement de la ville de Laval. Ça fait déjà 25 ans qu'on cherche à améliorer la qualité de l'environnement, à promouvoir un développement durable à travers nos actions et surtout notre volonté de regrouper finalement les citoyens, les organismes privés comme publics sur des sujets clés donc de l'environnement, mais sans oublier la dimension économique et sociale. Donc finalement, quoi de mieux qu'une conférence sur des enjeux qui nous concernent tous, à savoir la santé et l'aménagement de notre milieu de vie, pour aborder ces différents sujets. Donc voilà, je repasse la parole à Alexandre. Merci beaucoup, Élodie. Et donc, je suis ici aujourd'hui avec le chapeau de co-porte-parole de Laval en transition, qui est un mouvement citoyen
qui est tout jeune, qui date d'1 an et demi, contrairement au CRE qui célèbre ses 25 ans. Alors nous, on est un mouvement de citoyennes et de citoyens qui voulons s'outiller, développer des connaissances et des compétences pour diminuer notre empreinte écologique et aller vers cette carboneutralité dont on parle et bâtir aussi des communautés résilientes. Donc, on parle de transition sociale et écologique en même temps. Donc, si vous avez envie de vous impliquer au niveau citoyen, ben, c'est une belle place pour ce faire. Puis, si vous nous écoutez d'ailleurs au Québec, il y a des villes et villages en transition un petit peu partout au Québec. Donc, sautons dans le feu de l'action avec nos 2 invités que je vous présente à l'instant. Ce sont 2 êtres humains qui sont passionnés, vous allez voir, passionnantes aussi. Tout d'abord, Dr. Joanne Elsener, qui est présidente de Santé Urbanité, et Dr. Sarah Bergeron, qui est médecin de famille et membre du comité exécutif de La Planète s'invite en santé. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci pour votre précieuse participation. Et puis, je vous cède le plancher. Donc, parfait. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Sarah Bergeron. Je vais vous partager notre publication. Voilà. Donc, j'imagine que vous voyez bien. Juste me signaler s'il y a un problème. Hop. Et voilà. Parfait. Donc, comme on l'a mentionné, moi, c'est Sarah Bergeron. Je suis médecin de famille. Je travaille au Nunavik depuis l'été 2019 et je suis aussi impliquée dans plusieurs regroupements et par chez moi à Matane et dans La Planète s'invite en santé, par exemple. La Planète s'invite en santé, c'est un regroupement de professionnels de la santé de toutes les branches, intra-hospitaliers, extra-hospitaliers et d'organisations aussi de la santé, qui se mobilisent principalement dans la lutte au changement climatique, mais ça va ratisser large. Comme on le sait, la lutte au changement climatique, ce n'est pas juste dans un silo, ça va toucher plusieurs domaines. Donc, c'est surtout ça. Puis, je voudrais aussi préciser que moi, j'ai grandi sur la rive nord de Montréal. Donc, Laval, je me connais. Donc, voilà. Puis, je suis avec aujourd'hui Joanne Elsener, médecin vétérinaire, qui est présidente aussi de Santé Urbanité, qu'elle va pouvoir présenter un peu plus tard pour avoir les mots justes sur Santé Urbanité. Donc, aujourd'hui, on parle d'écoquartiers, puis on parle spécifiquement des écoquartiers dans une perspective de santé, puisque c'est notre domaine, la santé. Donc, déjà en santé, il faut penser écoquartier. Pourquoi parler d'écoquartier? Pourquoi parler d'aménagement urbain? C'est qu'en fait, il y a beaucoup de déterminants à la santé. Ce n'est pas seulement comme une absence de maladie, la santé. La santé, c'est vraiment un état de bien-être total. Donc, ça va aussi toucher de près notre environnement. Puis, il y a eu beaucoup de déterminants à la santé de la population qui découlent de l'aménagement urbain. Donc, notre santé est vraiment conditionnée par notre aménagement urbain et c'est important de garder ça en tête tout le long de la présentation, mais aussi dans la vie de tous les jours. Pourquoi on en parle aussi, c'est que l'aménagement urbain va toucher vraiment des maladies qui sont très prévalentes au Québec. La prévalence, c'est dans un moment X, le nombre de maladies qui se produit. Donc, ce n'est pas seulement les nouveaux cas, c'est vraiment un portrait, le total de la situation actuelle. Actuellement, on se dit qu'environ 50% des Québécois sont en surpoids et un Canadien sur 5 souffrira d'une maladie mentale au courant de sa vie. Ce ne sont que 2 statistiques parmi de multiples qui montrent qu'on a des maladies actuellement qui prennent beaucoup d'ampleur et tout ce qui peut nous aider en amont pour diminuer cette pression-là sur notre système est vraiment le bienvenu. Et un autre élément, encore une fois, on n'est pas des économistes, on est en santé, mais on a quand même plusieurs études qui montrent qu'effectivement, en plus de prendre l'ampleur, ça prend aussi beaucoup d'ampleur dans notre système de la santé et dans notre vie de tous les jours. L'impact économique, par exemple, estimé dans mon point obésité, ce serait 3 milliards de dollars par an au Québec et la santé mentale, 50 milliards par an au Canada. Donc, santé écoquartier, on prend ça de quel bord? Je vous propose une recette. Ça, c'est moi avec mes lunettes santé dans ma cuisine en train de faire des pains d'épices pour tous mes voisins. Donc, première étape, c'est de se garder en tête vraiment qu'on parle de santé aujourd'hui. Donc, gardons nos lunettes santé. On va aborder les écoquartiers en 4 niveaux. L'agglomération, quartier, rue, bâtiment, donc du plus large au plus petit. On va vraiment segmenter tous les points là, selon les catégories. On va vous revisiter tout ça avec 10 commandements. On vous fournira la liste à la fin pour pouvoir répéter les 10 commandements aux citoyens, aux organisations, aux élus. Et une fois qu'on aura mis tout ça en place, on espère vraiment que vous soyez convaincus, comme vous l'êtes probablement déjà, mais encore plus que vous pouvez être citoyen, acteur de changement pour la santé des gens de Laval.
Et j'ai mené une petite enquête. Moi-même, venant de la Rive-Nord, je connais beaucoup de monde qui habite encore à Laval. J'ai demandé, entre autres, à un ami qui est aujourd'hui ici, à Yann, de me donner un peu des photos de Laval actuellement pour étayer un peu, quand on parle d'écoquartiers de santé ou d'aménagement urbain, santé, qu'est-ce qu'on peut penser? Donc, je vous fais juste défiler quelques photos de Laval actuellement. J'en dirai pas plus, mais juste pour garder ces images-là en tête, puis peut-être vous gardez vous-même des images en tête quand on va parler de différents concepts pour vraiment rendre ça plus concret. Donc, ici, on a différentes photos d'habitation, d'aménagement urbain actuellement à Laval. On a aussi tout ce qui est transport en commun. On a un kiosque de fruits et légumes. On a l'utilisation des berges à Laval, des habitations à Bordeaux, des activités diverses qui sont instaurées également. Et ça, c'était comme les photos actuelles. Puis au début, quand j'avais demandé comme des photos un peu écoquartier à Laval, j'ai reçu beaucoup de photos, en fait, du centre de la nature, du parc des îles. Je pense qu'il y a un grand sentiment d'appartenance à cette nature-là, ce qui est super. Mais en même temps, nous, aujourd'hui, on veut vraiment prendre la nature comme faisant partie intégrante de nos quartiers. Donc, pas seulement comme un beau lieu qu'on va aller visiter pendant nos journées de congé ou dans une période, mais vraiment de l'intégrer à notre vie quotidienne. Donc, c'est aussi ça qu'on veut vraiment garder en tête, comment rendre des écoquartiers vraiment avec une nature proche de nous, puis comment le faire bénéficier à la santé. Donc, ça, c'est un petit peu le portrait, garder les images en tête. Et à ce stade-ci, je vais passer la parole à ma collègue Joanne Elsner. Je vais arrêter le partage d'écran. Parfait. Alors, je vais démarrer le partage d'écran de mon bout de présentation. Et je voudrais aussi, avant de vous donner les premiers ingrédients de la recette de Sarah, je l'ai appelée la recette de Sarah, vous dire que Santé Urbanité, c'est un nouvel organisme qui existe sous forme de projet depuis 5 ans, qui vise à faire connaître les liens qui existent entre notre santé et l'aménagement urbain. C'est un organisme qui est financé par plusieurs joueurs en santé. Alors, je vous les nomme, le CIUS de la Capitale-Nationale, le CIUS de Chaudière-Appalaches, le CHU de Québec, l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'Institut national de santé publique, l'Association médicale canadienne et aussi l'Université Laval. Donc, beaucoup de joueurs qui jugent que c'est extrêmement important de faire connaître ces liens-là parce qu'ils sont omniprésents, ils ont un gros impact sur la santé et le bien-être des gens et aussi, comme Sarah le démontrait, un grand impact là, sur le portefeuille du contribuable parce qu'il faut payer pour ça. Notre présentation, elle est structurée par un document de Vivre en ville que vous pouvez trouver au site web à l'adresse indiquée en bas. Nous sommes basés sur ce document-là pour faire la présentation. On n'abordera pas tous les points qui sont abordés par Vivre en ville. Il y en a d'autres qu'on a ajoutés parce qu'on les a jugés extrêmement importants pour la santé. Et ça ne veut pas dire que c'est un blâme pour Vivre en ville. Vivre en ville a fait un inventaire des certifications à l'époque quand ils ont fait ce document-là. Et on voit que finalement, la conclusion, c'est qu'il y a des certifications qui devraient être ajustées, mises à jour avec les nouvelles données en santé. Le premier élément qui est vraiment extrêmement important pour la santé et qui permet la mise en place de plusieurs aménagements favorables à la santé, c'est vraiment le réseau de transport en commun. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que notre dépendance à l'automobile nous tue. Elle nous tue parce qu'il y a des accidents de la route, ça vous le savez tous, 333 décès prématurés par an au Québec. Mais elle nous tue encore plus parce que les transports sont les principaux responsables de la pollution atmosphérique. Donc, 62 des polluants proviennent des transports. Et quand on parle de polluants atmosphériques, on ne parle pas de CO2. Le CO2, ça ne tue pas les gens, ce n'est pas toxique pour les gens, c'est toxique pour la planète. Mais ce qui tue les gens, les plus, si vous voulez, les plus présents, omniprésents, c'est ce qu'on appelle les particules fines ou les PM2,5, les oxydes d'azote et l'ozone. Et on évalue une dernière étude de Santé Canada qu'il y a environ 3000 décès prématurés par année au Québec causés par la pollution de l'air. Donc, des gens qui n'auraient pas dû mourir, mais qui meurent de façon prématurée à cause de la pollution.
Les particules fines sont extrêmement dommageables, beaucoup plus que les grosses particules. Pourquoi? Parce que les grosses particules qu'on respire sont arrêtées par les poils qu'on a dans les narines. Les particules moyennes sont arrêtées par les cils microscopiques qu'on a dans la trachée et dans les bronches. Et ce sont les petites particules qui descendent dans ce qu'on appelle les alvéoles, donc vraiment dans le tissu pulmonaire, qui restent là et qui causent une inflammation chronique qui est responsable de plusieurs maladies pulmonaires. Alors ici, vous avez les résultats d'une étude québécoise qui a été faite sur plus d'1 million d'enfants et qui a démontré qu'à chaque fois que le niveau d'ozone augmente d'une fraction microscopique là, de 0,009 ppm, on augmente la prévalence de jeunes asthmatiques de 33 là. Donc vraiment des impacts importants à des niveaux très faibles. Environ 8 des cancers respiratoires sont causés par la pollution atmosphérique, 16 de ce qu'on appelle les maladies pulmonaires obstructives chroniques et environ 12 des infections respiratoires inférieures, donc des virus. On parle du virus respiratoire syncytial, de l'influenza. Et maintenant, il y a des données qui apparaissent qui semblent démontrer un lien entre la sévérité de la COVID et la pollution atmosphérique. Vous avez ici, c'est une diapositive que j'ai emprunté à Dr. François Reeves, qui est cardiologue, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. En fait, ça a été fait chez la souris. Et ce que vous voyez à l'écran, ce sont des aortes de souris qui ont été coupées de façon transversale. Donc, l'aorte, c'est comme un tuyau, c'est rond et à l'intérieur, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ce sont des souris qui sont prédisposées à l'athérosclérose, donc aux plaques, ce qu'on appelle communément les plaques de cholestérol dans les artères. Et on voit que même sur une diète normale, ces souris-là développent des plaques d'athérosclérose, donc le rouge, si vous voulez, la partie rouge que vous voyez au bas de la diapositive. Quand on leur donne une nourriture grasse, pensez à des frites par exemple, ben là, on voit que la plaque d'athérosclérose, elle grandit énormément. Puis Sarah va aborder tout à l'heure, vous savez, l'enjeu de l'agriculture urbaine. Mais là, revenons à nos souris et la pollution atmosphérique. Dans la colonne de droite, on voit ces mêmes souris-là qui sont soumises à la pollution atmosphérique. Et on voit comment la pollution atmosphérique cause des lésions au niveau de l'aorte. Ça fait augmenter la plaque d'athérosclérose. Et quant à la pollution, on ajoute en plus une diète qui est riche en gras, bien, on voit que c'est vraiment une explosion de la plaque d'athérosclérose dans ces souris-là. Cette étude les montre que les polluants atmosphériques, ils ne restent pas seulement au niveau des poumons, mais qu'ils pénètrent parce que la paroi de l'alvéole est extrêmement fine. Ils pénètrent dans le système cardiovasculaire et causent des lésions. Et maintenant, on estime qu'environ le tiers des maladies cardiovasculaires dans nos villes canadiennes sont causées par la pollution atmosphérique. Et après ça, on s'est aperçu que finalement, il ne restait pas non plus ces polluants-là dans le système cardiovasculaire, mais qui se rendaient aussi au niveau du tissu du sein, de la prostate, et ça augmentait la prévalence du cancer du sein, de la prostate. Et tout dernièrement, des études en émergence qui semblent démontrer un lien entre la démence et la maladie d'Alzheimer et la pollution atmosphérique, parce que là, on vient de s'apercevoir que ces polluants-là pénètrent aussi dans le cerveau. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'il y a des études qui rapportent des retards de développement cognitif chez les enfants qui sont exposés à la pollution atmosphérique. Ce qui fait dire à The Guardian, qui est un journal anglais en 2019, donc c'est tout récent, que finalement les polluants atmosphériques pénètrent partout dans le corps et endommagent tous les organes qu'on a dans notre corps. Ici, vous avez une courbe si vous voulez, de l'augmentation du risque de maladie cardiaque en fonction de la pollution atmosphérique. Et on voit que plus la pollution est élevée, plus ça cause des maladies cardiaques. Et dans la partie à droite du tableau, dans la partie la plus élevée, bien là, on peut penser à la Chine, on peut penser à l'Inde. Nous, on se trouve un petit peu plus dans la partie à gauche, donc des niveaux moins élevés, mais quand même un impact sur le niveau de risque
des maladies cardiovasculaires. Et quand on s'en va se concentrer dans la partie qui nous préoccupe ici au Canada en bas, bien, on s'aperçoit qu'il y a des études qui rapportent des problèmes de mortalité prématurée à partir de 4,5 microgrammes par mètre cube, alors que la nouvelle norme de Santé Canada, c'est 8,8 microgrammes par mètre cube. Donc, même en respectant la norme de Santé Canada, on a encore des problèmes de surmortalité. Et quand on regarde, par exemple, ici, la carte de Montréal, qui a une moyenne de 7,4 microgrammes par mètre cube, donc en bas du seuil de Santé Canada, bien, on voit qu'il y a aussi des disparités sur le territoire. Donc, il y a des populations qui vivent dans des endroits où la pollution est beaucoup plus basse. On pense aux chanceux qui demeurent, par exemple, près du Mont-Royal. Là, vous voyez le Mont-Royal qui est le centre vert au centre de l'île de Montréal. Et des gens moins chanceux qui demeurent le long des autoroutes, le long des voies ferroviaires, des gares de triage et aussi de certaines industries. Donc, il y a vraiment une disparité au niveau de la population et une moyenne ne révèle pas cette disparité-là. Quand on parle de seuil de 8,8 microgrammes par mètre cube annuel, c'est une exposition chronique à la pollution. On sait qu'une exposition aiguë à la pollution cause aussi des problèmes, c'est-à-dire que si vous allez vous promener dans le trafic pendant 1 heure puis que vous restez pris sur l'autoroute Ville-Marie à Montréal, ben, ce genre d'expérience-là augmente les épisodes respiratoires, par exemple d'asthme, augmente la mortalité et que le fait d'être pris dans le trafic, ça augmente en fait dans la population de 3,2 fois le risque d'infarctus cardiaque dans l'heure qui suit. Tout ça, ça a un coût, Sarah l'a dit, ces gens-là, on les traite. Heureusement, il y en a beaucoup qui survivent, mais ça nous coûte quand même 8,3 milliards de dollars par année, la pollution atmosphérique. Et parce que ça cause une surmortalité, les Québécois, d'après les études, seraient prêts à investir 28 milliards de dollars par année pour essayer de régler ce problème-là. Est-ce que l'électrification des transports va tout régler? Non. C'est sûr qu'une bonne partie des particules fines qui proviennent de la combustion de l'énergie fossile, mais il y a aussi une partie des particules fines qui vient de l'usure des freins, donc des poussières de freins, des poussières de pneus, les abrasifs aussi qu'on met sur la route. Du point de vue commercial, c'est sûr que le pétrole, l'automobile, les médicaments, ce sont les 3 produits d'importation principaux. C'est ça qui nous rend plus pauvres. L'auto électrique va enlever le pétrole, mais ça n'enlèvera pas l'importation d'automobiles ni l'importation de médicaments. Et surtout, ça ne réglera pas notre problème de maladies liées au sédentarisme, donc les maladies qui sont liées à l'inactivité, puis on va revenir là-dessus. Et l'autre chose extrêmement importante, c'est que l'auto prend 50 de l'espace de nos villes. La moitié de l'espace de nos villes est dédié à l'auto, alors qu'on aimerait bien avoir l'espace de nos villes dédié à l'humain. Et ce serait tellement mieux pour le bien-être et la santé des humains. L'autre problème causé par les transports, en plus de la pollution atmosphérique, c'est la pollution sonore. Ici, j'ai un graphique là, qui vient de l'Europe qui démontre que le transport, c'est la principale source de pollution sonore dans nos villes. Qu'en Europe, il y a 20 millions de personnes qui sont incommodées par le bruit, 8 millions qui souffrent de troubles du sommeil, 43 000 pour qui ça a un impact majeur sur la santé et 10 000 qui meurent de façon prématurée par année en raison surtout de problèmes cardiovasculaires. La solution à tout ça, ben, c'est le transport en commun. Le transport en commun sauve des vies parce que le transport en commun, s'il est bien efficace, s'il est abordable, s'il est confortable, fait en sorte que les gens abandonnent leur auto pour aller dans le transport en commun. Donc, ça permet de retirer des autos sur la route, donc de diminuer la pollution sonore, la pollution de l'air, les accidents routiers. Et aussi, ça permet de lutter contre le sédentarisme parce que les gens qui prennent l'autobus, eh bien, ils se déplacent pour aller à la station d'autobus. On
On évalue que les gens qui prennent le transport en commun marchent environ 20 minutes par jour. C'est tout près des 30 minutes recommandées par les médecins et qu'en fait, les usagers de transport en commun sont 4 fois plus susceptibles de marcher les 10 000 pas par jour recommandés par les médecins. Donc, ça permet de diminuer l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et plusieurs types de cancers qui sont associés à l'inactivité. Et ça, il y a des villes qui le réalisent. Vous avez ici l'exemple de Toronto qui dit, bon, ben, la situation actuelle, on a un gros problème. We have a big problem. On a un gros problème parce qu'on a de la congestion routière, on a de l'inactivité dans notre population, donc de l'obésité, du diabète. C'est quoi la solution? Ben, c'est d'investir dans le transport en commun, aussi les transports actifs, on va revenir là-dessus. Mais le big move, c'est d'investir dans le transport en commun. Et heureusement, en faisant ça, on va être capable de diminuer la congestion, on va être capable de rentabiliser tout ça et on va aussi diminuer l'obésité, diminuer le diabète et les coûts liés à ces maladies-là par une augmentation de l'activité physique. Du côté de l'Europe, ben, je vais vous présenter ici Bruxelles. Bruxelles, qui en 2019 a décidé de transformer un boulevard à 4 voies en une rue piétonne. Bruxelles a décidé de devenir une ville plus respirable, plus verte, plus agréable. Elle a fait une étude de ce boulevard-là. Elle s'est aperçue que les gens qui passaient par là n'étaient pas des résidents du quartier, n'étaient pas des gens qui allaient au commerce de cette rue-là. Bruxelles a beaucoup investi dans le transport en commun, donc un métro, mais aussi un tram, vous le voyez dans la photo en bas à gauche, et a décidé de transformer cette rue-là en rue piétonne. Et vous voyez ce que ça peut causer comme attractivité et comme bien-être pour l'humain qui maintenant peut marcher dans la rue, se promener en trottinette, en vélo. Ça permet de mettre des terrasses pour les restaurants, d'amener des arbres et de l'agriculture urbaine. Donc, vraiment, d'immenses bienfaits pour l'humain. L'autre ingrédient de la recette de Sarah qui apparaît pas dans l'illustration de Vivre en ville, c'est la trame verte de proximité. La trame verte de proximité, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau d'espaces verts, de milieux naturels interconnectés, insérés dans le tissu urbain. Donc, pas une ceinture verte autour de la ville, mais vraiment des espaces verts à l'intérieur de la ville qui sont près des gens et qui rétablissent une justice environnementale. On a parlé tout à l'heure du sédentarisme. Le sédentarisme emmène des maladies chroniques qu'on appelle non transmissibles, donc l'obésité, maladie cardiaque, hypertension, diabète, cancer. Pour ça, ben, il faut faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, au moins 5 jours par semaine pour lutter contre ça. Et 30 minutes de marche, ben, ça représente environ 2 à 2,5 km de long. Donc, il faut vraiment avoir des milieux agréables, des espaces verts qui sont suffisamment grands pour ne pas tourner en rond dans un petit mouchoir de poche. Et on sait qu'aussitôt qu'on installe ces espaces verts-là interconnectés à proximité des citoyens, ils se mettent spontanément à faire de l'exercice, qu'ils aient pris ou pas des résolutions au jour de l'an pour faire de l'exercice. Alors, les villes en Europe, et il y a d'autres villes aussi en Amérique du Nord qui travaillent sur une trame verte de proximité. Vous avez celle à droite, celle de Londres, où on voit vraiment là, que leurs tentacules vertes sont en train de pénétrer dans le centre-ville et de se connecter. À gauche, vous avez Toulouse qui travaille sur un bout de tentacule le long de la rivière Garonne sur 32 km de long. Donc, vraiment des projets d'envergure. Et ce qui est intéressant, c'est que en connectant nos milieux naturels, ben, on augmente la biodiversité de nos milieux naturels parce qu'on attire une faune qui peut maintenant se promener. Et cette biodiversité-là, en retour, attire l'humain et l'incite à marcher. Donc, un cercle vertueux là, qui s'installe. Cette trame verte-là, on n'est pas des économistes, comme l'a dit Sarah, mais souvent, il faut justifier les décisions par l'économie. C'est extrêmement rentable pour les villes. Il y a une étude d'urbanistes américains qui l'a démontré. Ça attire la main-d'œuvre qualifiée, ça attire les retraités, ça augmente la valeur foncière, donc ça augmente les revenus municipaux. Alors, les 2 premiers ingrédients de la recette,
au niveau de l'agglomération et après, on va aller plus, si vous voulez, dans des espaces de plus en plus étroits. Mais au niveau de l'agglomération, le commandement numéro 1, loin de la pollution atmosphérique sonore, transport en commun nous amènera. Et commandement numéro 2, pour des milieux de vie sains, une trame verte connectée et de proximité nous assurerons. Et là-dessus, je vais changer et donner la parole maintenant à Sarah. Et voilà. Pour l'instant, le partage d'écran se fait à merveille. On espère que la technologie va continuer à suivre. Donc, nous sommes de retour avec la deuxième partie de la recette. Donc, on a fait agglomération. On commence à rétrécir un peu au niveau quartier en tant que tel. Encore une fois, comme Joanne l'a précisé, il y a beaucoup de points, mais on va vraiment essayer de cibler certains points pour le quartier. On commence par le réseau cyclable et tout ce qui est transport actif. Donc, les transports actifs, on a déjà commencé à l'aborder un peu en se disant, pour aller circuler dans notre trame verte, par exemple. Mais c'est quoi exactement le problème du transport actif et comment un peu l'adresser? Donc, on le répète, l'obésité, c'est un problème au Québec, comme dans plusieurs sociétés occidentales maintenant. Par contre, il y a une étude qui a été faite en Europe qui est encore en cours, mais les données préliminaires montraient que les automobilistes pèsent en moyenne 4 kg de plus que les cyclistes. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une étude de cause à effet. On ne peut pas dire, donc voilà, c'est l'automobile, mais ils sont en train de quand même corréler avec certaines autres variables. C'est quand même une donnée préliminaire importante. Donc, à garder en tête. Et côté sédentarité, environ 30 de la population québécoise de plus de 15 ans est sédentaire, autant pour les loisirs que pour se rendre au travail. Donc, c'est quand même quelque chose de très intéressant à se positionner. Donc, on veut vraiment viser une augmentation de l'activité physique pour aller au travail et aux loisirs. Mais encore une fois, quand on revient au début, l'aménagement urbain est très, très important pour inciter le monde à le faire. On le sait que c'est difficile. On met souvent le poids sur l'individu pour réaliser ce genre de changement-là, mais sans infrastructure efficace, ça va être très difficile de le faire. Donc, il faut un aménagement qui est efficace en étant continu, en étant accessible à toutes les franges de la population, à tous les quartiers, en apaisant la circulation pour permettre aux gens de se réapproprier l'espace, etc. Et pourquoi on parle d'activité physique tout le temps, sans cesse, avec tous mes patients? En fait, c'est parce qu'il y a énormément de données qui ont montré que ça va aller influencer la santé de tellement de façons que c'est nettement plus efficace que plein d'autres mesures qu'on peut prendre dans ma clinique. Donc, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qu'on connaît très bien en 2020, a remis à jour justement ses recommandations par rapport à l'activité physique et a produit un résumé des effets de l'activité physique par groupe d'âge, par catégorie de type de personnes. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que peu importe le groupe d'âge, peu importe la frange de la population, il va avoir des impacts qui sont nommés importants ou même critiques à la prise de décision pour les recommandations de l'activité physique. Ils vont juste être différents un peu selon les catégories. Mais qu'est-ce qui est un peu transversal, c'est vraiment la santé cardiovasculaire, la santé mentale, etc. Plusieurs types de cancers aussi vont être affectés, la santé cognitive et des enfants et des personnes âgées, le risque de chute, donc l'option fonctionnelle des personnes plus âgées, le diabète, chez les femmes enceintes, le diabète est aussi, les problèmes de sommeil, etc. Donc, ça ratisse très, très large. Et c'est pour ça qu'on met autant de poids sur l'activité physique, c'est parce que ça va nous être utile pour tout le monde de façon très importante. Donc, comment on fait ça? On a un exemple ici cité dans Vivre en ville qui disait qu'à Copenhague, les pistes cyclables et les trottoirs sont déneigés en priorité. Donc, pour eux, il faut que le transport actif soit mis de l'avant. Ils ont un projet actuellement de mettre des autoroutes à vélo. Ils pensent que ça va leur coûter 82 175 millions de dollars, mais à chaque année, ils prévoient épargner 60 millions de dollars par frais de santé. Donc, un projet qui va peut-être coûter un peu plus cher au début, quelques frais d'entretien au fil du temps, va avoir un impact énorme dès la première année d'implantation. Et à Laval, le Conseil régional de l'environnement nous a envoyé quelques données là, des documents de Laval. Je voulais comme aussi se remettre un peu dans notre contexte local. Donc, 5,4 des déplacements en ce moment se font en transport actif, piétons, vélo, etc. C'est moins dans certains quartiers, encore une fois, avec l'aménagement urbain, Chemédé, Laval-Ouest.
plus de 90% de ces déplacements-là se font à pied, pas en vélo, et la majorité, c'est moins de 2 km. Donc, c'est des petits parcours. Et là, ça a lieu de se questionner comment on pourrait faire pour augmenter ces déplacements actifs. Pourquoi le vélo n'a pas plus sa place? Est-ce que moins de 2 km, c'est parce que ce n'est pas continu, ce n'est pas efficace comme moyen de transport, le transport actif à Laval? Donc, gardons ça en tête un petit peu pour essayer de pousser un peu plus ces concepts quand on parle d'écoquartiers de santé. On a un gros problème en ce moment. Beaucoup de monde voudrait fuir l'hiver, mais surprise, au Québec, on a 4 belles saisons, dont l'hiver. Donc, de faire un processus juste en fonction de l'été, c'est un peu de se cacher les yeux, puis ça nuit à notre santé une bonne partie de l'année. Donc, c'est quoi le problème avec l'hiver? On a des trottoirs qui sont discontinus, on marche, puis pouf, ça disparaît, on ne sait pas trop où il est passé le trottoir. Là, on essaie de circuler entre les autos qui essaient de voir quelque chose dans une tempête de neige, ça glisse, on se fait voler de slotch. Très peu inspirant pour l'avoir multiples fois essayé, mais quand même, on va persister. Mais ça, c'est un aménagement urbain qui est déficient. On a aussi des chutes. Donc, on a quand même la chance d'avoir une personne qui a l'air d'être quand même relativement jeune, mais j'ai déjà vu des chutes chez certains de mes patients à l'urgence et ça ne pardonne pas, des fractures de hanche. Donc, c'est vraiment mal pour une bonne partie de la population. Ici, on a un vaillant cycliste qui essaye de ne pas se faire frapper par la voiture et de ne pas rentrer non plus dans les voitures stationnées. Peu efficace. On a des toilettes publiques qui sont accessibles l'été, mais soudainement, nos fonctions biologiques arrêtent l'hiver. On ne sait pas trop pourquoi, mais j'ai plein de patients qui ne sortaient pas dans des lieux publics parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient avoir accès à une salle de bain. C'est encore pire l'hiver parce qu'on sait que c'est fermé. Et d'un autre côté, on a des lieux qui sont très accueillants, qui pourraient continuer, qui pourraient être vraiment mis en valeur en hiver, vraiment en profiter, mais il faut qu'il y ait un aménagement qui soit incité à ça. Si cette belle zone bucolique n'est pas accessible aux gens et pas efficace, l'accès, c'est un peu difficile de profiter de l'hiver. Donc, toutes ces difficultés-là mènent en sorte que, finalement, on est vraiment moins actif l'hiver. Donc, tous les bénéfices sur la santé de l'activité physique, si on ne pense pas à notre hiver, ça va être très difficile d'en venir à bout. Si on va à la partie 2, les espaces publics, les parcs, donc, de quoi on parle? On a déjà parlé de la trame verte, mais là, on va parler un peu des zones vertes en tant que telles. Donc, les espaces verts, ça permet une augmentation de l'activité physique, comme Jeanne l'a déjà mentionné. Ça permet aussi une augmentation des interactions sociales et donc une baisse de l'isolement social. Donc, ici, on a une scène d'un échiquier en grandeur nature avec des fêtes ou quelque chose comme ça. Puis j'ai souvent vu aussi, justement, à Montréal, à Laval, des activités qui se passaient dans des parcs. Donc, c'est une zone qui est très accueillante, qui permet vraiment beaucoup d'échanges. Mais c'est important de vraiment distribuer ça de façon efficace dans le territoire. Donc, ici, on a une photo de la ville de Québec avec les zones minéralisées. On le répète, ça, c'est les zones qui sont moins promptes au verdissement urbain, qui vont avoir moins de verdure, en fait. C'est lié étroitement à la défavorisation sociale. Donc, c'est important de penser à tout le monde. Sinon, si ce n'est pas juste, si ce n'est pas équitable, ça ne sera pas efficace pour notre population, puis ça ne sera pas efficace pour la santé de tout le monde. C'est important aussi que les espaces verts soient proches de nous. Vancouver, par exemple, a un objectif que chaque citoyen soit à au plus 5 minutes de marge d'un espace vert. Encore une fois, si ce n'est pas accessible, les gens ne vont pas vouloir l'utiliser dans leur quotidien. S'ils doivent prendre leur automobile pour aller dans une zone, profiter de la nature, ils vont le faire dans leur journée de congé, mais il ne va pas avoir les impacts autant que si c'était au quotidien qu'ils pouvaient l'utiliser. Ça ici, c'est juste une carte pour montrer il était où le secteur 3 de Laval pour ceux qui fonctionnent en nom de rue et peut-être pas en secteur organisationnel. Mais encore une donnée qui nous a été transmise généreusement par le Conseil régional de l'environnement, des espaces verts selon les secteurs. Et le plus problématique, c'est le secteur 3. En 2016, il y avait à peu près 88 000 habitants. 7 500 habitants étaient non desservis à 800 mètres. Donc, de leur habitation, le prochain espace vert n'était même pas à 800 mètres, il était encore plus loin que ça. 35 000 n'étaient pas desservis à 400 mètres, donc environ 5 minutes à pied. Donc, c'est vraiment un problème parce que ces gens-là ne vont pas pouvoir bénéficier autant, puis leur santé ne va pas être autant prise au sérieux, finalement, dans notre aménagement urbain. Mais pour se rendre aux espaces verts, donc on a parlé de la proximité, il fallait que le trajet soit court, mais il faut aussi que le trajet soit attrayant. Donc, avec du verdissement urbain, c'est plus esthétique, c'est plus confortable,
C'est plus sécurisant pour toutes les franges de la population. Encore une fois, il y a comme des études qui avaient été faites aussi avec les enfants qui se sentaient plus en sécurité, qui en avaient plus de verdissement urbain. Tout ça permet une attractivité des parcours. On a envie de passer par là. Ça va augmenter l'usage du transport actif, du transport collectif parce qu'on a envie d'y passer. Et tout ça va mener aussi à une libération de l'espace pour l'humain. Donc, les gens vont vouloir aller aux espaces verts, vont passer par des parcours qui sont enthousiasmants. Finalement, le dernier point qu'on va se pencher pour l'échelle du quartier, c'est vraiment tout ce qui est offre commerciale, les services. Donc, des commerces de proximité, on y revient toujours, 400 mètres, 800 mètres, formule magique à se retenir quand on parle d'aménagement urbain bon pour la santé. Les commerces de proximité, encore une fois, interaction sociale qui augmente, l'autonomie qui augmente. Les gens qui n'ont pas les moyens de se fournir une automobile, bien, ils peuvent y aller en transport actif, ils peuvent profiter des mêmes services. Et c'est aussi très rentable pour les commerces, pour la population, pour tout le monde, en fait, d'avoir des commerces de proximité, puis d'avoir du bon verdissement aussi. Donc, des aménagements piétonnés vont augmenter l'achalandage commercial. Un verdissement qui est efficace aussi va permettre de réduire des coûts de chauffage, réduire des coûts de climatisation, va aussi permettre un peu de gestion d'eau. On parle tout le temps d'inondation au Québec, mais en fait, notre verdissement permet de filtrer une partie de l'eau, de la relâcher aussi ailleurs et de ne pas creuser un débordement à chaque pluie torrentielle. Donc, tout ça, ça a quand même un impact économique aussi qu'il faut prendre en compte. Quand on parle de services, on parle aussi d'alimentation, puis on parle de déserts alimentaires qui sont encore très prévalents au Canada, au Québec aussi. À gauche, on a une carte des déserts alimentaires à Laval. Juste pour revenir sur c'est quoi un désert alimentaire, c'est un bris de service en production alimentaire, donc on n'a pas accès à des fruits et légumes de qualité ou de la nourriture de qualité, et aussi une zone qui va être socio-économiquement plus faible. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement le potentiel d'aller encore plus loin et se chercher ces fruits et légumes-là. On a des solutions qui attendent d'être mises en place par des municipalités. Donc, la guerre se passe dans les municipalités. On a Agriculture urbaine à Laval, qui a des projets solidaires d'agriculture urbaine. On a Toronto aussi, qui planifie produire 25% de ses besoins de fruits et légumes. Mais on a encore des problèmes plus profonds, même s'il y a toutes ces initiatives-là qui sortent partout, qui sont très, très inspirantes. Il faut quand même quelque chose qui regroupe le tout et qui s'attaque à c'est quoi le problème à la base. Puis un des problèmes à la base, c'est que ce n'est pas équitable, notre système actuellement. Puis un des premiers arguments qui est mentionné ici, c'est que si on veut réduire l'insécurité alimentaire, on a besoin de logements sociaux. Puis les logements sociaux, ça va être important aussi d'y penser en termes d'écoquartier. Puis pourquoi on parle de logement, de nourriture? C'est que dans un budget X, il y a certaines factures qu'on ne peut pas réduire. Les frais de loyer, les frais d'électricité, c'est difficile là, de contracter ça. Donc, une des premières choses qui va être réduite, c'est les frais d'alimentation. Donc, si on n'est pas capable d'aller chercher un peu une diminution d'argent dans d'autres sphères, on va couper sur l'alimentation. Donc, on va être encore moins poussé à avoir des aliments de qualité. Puis ça aussi, ça va avoir un grand impact sur énormément de gens de notre population. Donc, en résumé, on a parlé d'énormément de choses dans le quartier, on en a conscience. Donc, je vous donne en rafale nos commandements. Commandement 3, sur les transports actifs qu'on va favoriser. Commandement 4, pour notre bonheur et sécurité à l'année, on doit assumer qu'on a un hiver. C'est important dans nos décisions. Commandement 5, pour rendre la ville plus accueillante, on va avoir des espaces publics qu'on va propager. Donc, peu importe où le secteur, il faut en mettre. Commandement 6, pour des écoquartiers bienveillants, il faut des services de proximité. Et commandement 7, pour abolir des déserts alimentaires, une agriculture urbaine nous cultiverons, Astérix, avec plusieurs autres projets là, qui viennent un peu regrouper le tout. Ça, c'est pour les quartiers. On va aller tout de suite à la rue. Donc, prenons la rue entre nos mains. Encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de points. Mais il y a un point ici qui n'est pas précisé, mais on le voit un peu en vert partout, puis c'est notre canopée, c'est notre verdissement urbain. Donc, on va l'intégrer au niveau rue. Ça ici, c'est une photo que j'ai eu la permission de réutiliser de quelqu'un dans ma ville qui a mis ça sur les réseaux sociaux, épouvanté que c'était le dernier arbre de sa rue. Elle a grandi sur cette rue. Elle est épouvantée de voir des arbres coupés à chaque année. Donc, tout ce qu'on va parler, là, des statistiques un peu populationnelles que je vais vous donner, c'est tout le temps aussi de se rappeler qu'il y a des gens derrière ces arbres-là, puis c'est des vraies vies qu'on parle, c'est des vrais attachements qu'on a, donc ça à garder en tête. Une première étude qui a été faite qui a vraiment démontré le lien entre les arbres et la santé des gens, c'est celle-ci sur notre ami la grille du frêne qu'on connaît beaucoup trop bien maintenant. C'est produit aux États-Unis.
Donc, dans 15 États, des données qui sont échelonnées sur quand même vraiment longtemps. Et dans le fond, au final, c'était d'évaluer la perte finalement de 100 millions d'arbres dus à la grêle du frein dans tous ces États-là. Donc, une petite image là, de avant-après la grêle du frein. Et finalement, qu'est-ce qui ont été cherchés, c'était de voir la diminution par État au fil du temps, si ça avait un impact sur la santé et dans quel sens ça allait. Et effectivement, il y avait un grand impact sur la santé. Dans les 15 États américains qui étaient affectés par la grêle du frein dans l'étude, il y avait une augmentation des décès problèmes respiratoires et une augmentation des décès problèmes cardiovasculaires après avoir contrôlé pour plusieurs autres facteurs comme dans toutes les études du genre, donc le revenu socio-économique, le groupe d'âge, etc. Donc, malgré que dans ces années-là, de 90-2000, il y a quand même une bonne réduction du tabagisme, malgré ça, il y a quand même eu des augmentations de décès associées à la perte d'armes, en fond. Donc, ça, c'était une première étude qui a fait comme « OK, ding, ding, on va peut-être s'y intéresser davantage. » Et finalement, qu'est-ce qu'on ressent? C'est qu'il y a énormément d'études qui ont démontré les bienfaits pour le verdissement urbain. Puis même au Québec, il y a un recensement qui a été fait, par exemple, par l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, qui est très disponible, qui est facile à lire. Donc, peut-être le garder en tête si jamais vous voulez creuser un peu plus sur le sujet après. Mais ces données-là sont vraiment démontrées depuis un bon moment, puis on a des données fiables pour l'appuyer. Donc, ce n'est pas flou, là. Donc, quand on parle de verdissement urbain qui améliore la santé, comment ça se fait? On parlait brièvement santé mentale, activité physique, la pollution de l'air et la climatisation des villes, mais il y a plusieurs autres facteurs aussi à prendre en compte. Donc, au niveau santé mentale, diminution du stress en proximité du verdissement urbain, diminution de anxiété, dépression. Les étudiants et les travailleurs, on voit qu'il y a une baisse de l'absentéisme, il y a une augmentation de la concentration. Au niveau de l'activité physique, on en a déjà parlé, fait que je vais y aller brièvement, mais diminution de l'obésité, du diabète, cancer, maladies cardiovasculaires. Et les arbres aussi nous aident beaucoup à capter les polluants atmosphériques. Donc, comme pour la production de déchets, on dit tout le temps que le mieux est de ne pas de produire, comme on avait parlé avec les automobiles tantôt. Mais que fait-on des polluants restants? Le verdissement urbain peut être un très bon impact pour s'attaquer au problème. Mais comment les arbres aident pour la pollution atmosphérique? Principalement par deux façons, la dispersion, la déposition. La dispersion, parce que si on a des arbres en bordure de route, ils vont permettre peut-être de ne pas avoir un amas de pollution de l'air que l'humain va respirer spontanément, peut-être de disperser un peu plus. Et la déposition, en captant les polluants au niveau des feuilles, par exemple, s'il y a une pluie, les polluants vont tomber au sol et ne vont pas être respirés encore une fois par l'humain. C'est sûr que les arbres, selon les études, c'était tout le temps selon le contexte local, le pourcentage déjà présent, le type d'arbre, s'il résiste, etc. Il y avait aussi certains concepts à prendre en compte. S'il y a beaucoup de courants d'air, des gros bâtiments, ça se pouvait que les polluants de l'air restent plus comme au sol. Puis si on avait des grands arbres, ça fasse moins d'impact parce que l'arbre était trop grand par rapport à où les polluants s'accumulaient. Mais grosso modo, toutes les études semblent aller dans le sens qu'il y a une réduction des particules de pollution atmosphérique. On parle d'une moyenne peut-être de 24% pour les PM10, mais il y a quand même des études qui montrent qu'on a tendance à sous-estimer les avantages des arbres. Donc, peut-être que les avantages des arbres pour la pollution atmosphérique sont encore plus importants que ce qu'on avait prévu. Par exemple, cette étude-là, très simple, à Lancaster en 2013, la même route très passante, 4 maisons devant, ils ont planté des jeunes bouleaux. Les 4 autres maisons, ils n'en ont pas mis. Donc, un milieu très similaire avec une exposition très similaire à la pollution. Ils sont allés mesurer avant, après la pollution à l'intérieur, puis ils ont comparé. Puis finalement, dans les maisons qui avaient une rangée de jeunes bouleaux qui faisaient l'interface entre leur maison et la route passante, il y avait une diminution de 50 à 60% de la pollution à l'intérieur de la maison. Donc, ce n'est pas juste la pollution sur le bord de la route directement, c'est la pollution dans la maison en tant que telle, dans un milieu d'exposition similaire qui diminue de façon importante. Donc, ça, c'est juste une étude parmi tant d'autres, mais elle poursuit ces études, par exemple, dans les milieux scolaires là, actuellement. Donc, pollution de l'atmosphérique, on en a déjà parlé, mais les impacts sur la santé sont très, très clairs. Joanne a précisé tantôt que dans la Santé Canada, le rapport récent de 2019 montrait des décès prématurés de 14 600 personnes, donc des personnes qui ne seraient pas décédées à ce moment-là, mais qui sont décédées de façon prématurée à cause de la pollution de l'air. Et au Québec, 3 800. Et les municipalités peuvent vraiment aider à mitiger, donc à
à essayer de contrôler les impacts de la pollution de l'air. Quand on parle à Montréal, par exemple, 1540 décès liés à la pollution de l'air, plus d'hospitalisations, plus de visites d'urgence, mais que les aires urbaines de Toronto, par exemple, ils captent 61% des PM10, ça permet d'aller chercher quand même une réduction puis un bienfait pour la santé, même au niveau très, très local, très, très municipal. Donc, il ne faut pas s'empêcher d'agir parce qu'on a l'impression d'être petit, ça peut avoir un impact direct sur la santé des gens. Plus un arbre est mature, plus il y a une capacité sanitaire. Ici, on parle de 50 fois l'impact sanitaire d'un jeune arbre. Dans le document de Toronto, on parlait qu'un arbre mature avait peut-être 4 fois plus d'impact qu'un arbuste. Encore une fois, ça va dépendre de plein de données, mais au final, il faut se rappeler que nos arbres matures ont quand même un grand impact, puis il faut les conserver. C'est beaucoup plus efficace de garder des arbres qui sont déjà là, qui sont déjà matures, qui ne coûtent pas grand-chose, à part de s'assurer qu'il vit sa vie d'arbre. C'est beaucoup plus efficace ça que de planter plein de jeunes arbres qui coûtent cher et qui produisent moins d'effets sanitaires. Le quatrième impact sur le verdissement urbain, c'est la climatisation de la ville. Donc ici, on a juste une image générale qui a circulé. On n'ira pas chercher les degrés spécifiquement, mais juste pour dire que c'est beaucoup plus agréable pour quelqu'un de marcher sur le trottoir, d'aller vouloir visiter les commerces, d'aller dans le parc, aller visiter des gens, s'il fait 25 degrés que s'il fait 50 degrés. À Ville-Saint-Laurent, ils ont pris des mesures justement en ce sens-là, dans un parc 23 degrés, le golf 27, résidentiel 31, quartier industriel 40. Donc, plus qu'on perdait la présence du verdissement urbain, plus la température montait, puis ça aussi, ça a un impact direct sur la population. On reprend la carte de tantôt là, que j'avais juste montré secteur 3, mais là, on voit vraiment les zones de chaleur. On reconnaît les quartiers comme plus centraux qui ont moins d'arbres versus les quartiers qui ont plus d'arbres. Mais ça, idéalement, il faudrait que le vert se retrouve un peu plus partout, puis un peu plus distribué aussi pour avoir une équité climatique pour tout le monde. Les vagues de chaleur, vous en avez sûrement entendu parler partout dans les médias, mais ça va affecter les enfants, les travailleurs extérieurs, les sportifs extérieurs, les personnes âgées, les personnes qui prennent certains types de médicaments, qui ont certaines maladies chroniques, des personnes qui ont certains troubles de santé mentale également. Ça coûte excessivement cher chaque vague de chaleur. Ça cause beaucoup de décès, mais les décès, c'est juste la pointe de l'iceberg, en fait. Donc, quand on voit dans un article 80 décès pendant telle vague de chaleur, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a plein d'autres personnes qui ont consulté, il y a plein d'autres personnes qui ont souffert énormément de ça. Donc, c'est quand même le moyen de prendre quelque chose qui va être plus efficace que de dire à tout le monde de s'acheter un climatiseur. Puis, le verdissement urbain permet de climatiser l'ensemble de la population en même temps. Mais encore une fois, la proximité, c'est vraiment important. On a parlé de la proximité des espaces verts. Parlons maintenant de la proximité des arbres. Il faut que les gens soient proches des arbres parce que les arbres ont des impacts qui sont très locaux. Si on habite à moins de 250 mètres, on aurait une baisse de mortalité. Ça, c'est selon cette étude-là de Lancet Planetary Health, qui est une revue médicale vraiment réputée, qui ont étudié sur 1,3 million de personnes, quand même significatif, dans 30 villes au Canada. Puis on notait à peu près une baisse de 8 à 12 % de la mortalité, toutes causes confondues. Donc, peu importe la cause qu'ils regardaient, il y avait une diminution de la mortalité, encore plus chez les hommes que chez les femmes. Et ils ont regardé ça en mettant comme des images satellites pour les arbres, puis en suivant aussi les adresses des personnes au fil du temps. Donc, quand même, 250 mètres baisse en mortalité, ce n'est pas rien. Si, grosso modo, un tableau qui résume aussi beaucoup d'impact du verdissement urbain sur la santé, ce serait quoi notre diminution potentielle si on avait un verdissement urbain qui était optimal? On parle d'une TNP de 40 %. Par exemple, si on prend juste quelques statistiques, le diabète, on aurait un risque de diabète qui pourrait chuter de 14 %. On a un risque d'obésité qui pourrait chuter de 40 %. Puis tout ça, on parle encore de populationnel, mais quand on reprend nos données de tantôt, que c'était très prévalent, c'est très, très significatif. Si on est capable de baisser de 14 % le risque de diabète, ça touche une énorme partie de la population. Je ne suis pas mal sûre que presque tout le monde ici connaît quelqu'un qui a du diabète. Ça coûte excessivement cher, tous ces problèmes de santé-là, parce que c'est chronique, ça dure longtemps, et parce que c'est tellement prévalent. Donc, il y a des économies potentielles pour notre réseau de la santé qui sont énormes. Et quand je dis énorme, c'est que notre système de la santé, il coûte une fortune. Et moi, je suis toujours traumatisée du 3 700 000 visites à l'urgence en un an pour une population de comme 8 500 000 personnes.
C'est énorme. Mais il y a une partie de ces visites à l'urgence-là qui se produisent en temps de canicule et qui se produisent pour la pollution atmosphérique, etc. Donc, si on est capable de réduire le stress sur le réseau de la santé en ayant des aménagements urbains bons pour la santé, ça serait numéro 1. Je serais très d'accord avec ça. Donc, les aménagements urbains améliorent la santé et sauvent des vies. Pour vraiment marteler ça, on le fait pour la population, on veut que les gens se sentent bien et c'est une méthode qui est équitable et efficace pour tout le monde. Donc, ça mène à résumer de la rue. Pour des enfants, des aînés, toute une population en santé, une canopée en santé, nous préserverons. Le verdissement urbain est vraiment central à la notion d'écoquartier. Sur ce, j'arrête de partager mon écran et je laisse la parole à Joanne. Stop share, ça devrait marcher. Parfait. Alors, je reprends et là, je vais avancer ma présentation jusqu'où on est rendu. Là, on est rendu vraiment là, au niveau de la bâtisse. Alors, je me rends au niveau de la bâtisse et je vais vous présenter les derniers ingrédients là, de la recette de Sarah. Donc, au niveau de la bâtisse, attendez, je ne sais pas pourquoi ma présentation en mode présentation n'a pas avancé. Je vais essayer de la rendre jusqu'à la bâtisse. On y arrive. Et voilà. Donc, au niveau du bâtiment, il y a beaucoup de critères dans l'illustration de Vivre en ville. Nous, on en a ajouté un autre qui est… Partagez votre écran. Ah, ça ne partage pas? On ne voit pas votre écran. Ah, excusez-moi, je recommence. Je pensais que je l'avais. Là, dites-moi, est-ce que vous le voyez? Oui, il suffit juste de le mettre en plein écran, puis c'est parfait. Ça s'en vient. Voilà, bougez pas, je vais changer ça ici encore. Et voilà, ça va bien comme ça? Donc, aux critères qui apparaissent sur l'illustration de Vivre en ville, on a ajouté ce nouveau critère-là qui s'appelle architecture biophilique. Et pour vous résumer brièvement, c'est quoi l'architecture biophilique? Eh bien, c'est le fait que les occupants d'une bâtisse soient exposés à la lumière naturelle et à une vue sur la nature. Et ça a de nombreux effets bénéfiques pour la santé et le bien-être des occupants. Et je vais vous parler de 3 milieux de vie là, pour conclure. Donc, le milieu de travail, le milieu scolaire et le milieu hospitalier. Mais avant d'aller directement dans ces milieux-là, vous présenter une citation de Phyllis Lambert, que je pense que vous connaissez tous, qui est une célèbre architecte québécoise et qui a dit un jour: un building, c'est pas juste un building, c'est une déclaration sociale, écologique et éthique. Donc, quand on construit des édifices, il faut penser au bien-être et à la santé des occupants. Et vous avez sur cette image-là un building là, qui a été construit à Vancouver et je vais revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Ici, vous avez un milieu de travail, c'est Place Bonaventure. Donc, vous avez des gens au travail dans un local où il n'y a absolument aucun élément naturel. Il n'y a pas de plantes vertes à l'intérieur. Il n'y a surtout pas de fenêtres avec la lumière naturelle et avec une vue sur la nature. Par rapport à cet environnement-là, qui est la bâtisse de GSK à Québec, pour laquelle on a fait un reportage dans le cadre d'une émission Ça marche doc, et on voit que les chanceux qui travaillent dans ce milieu-là ont des fenêtres à la lumière naturelle et une vue là, sur une petite forêt de bouleaux et les montagnes, là, les Laurentides à l'arrière. Et ça a un impact vraiment positif sur les employés parce que ça améliore le bien-être des employés, ça réduit leur stress, ça les met dans un fonctionnement émotionnel plus positif, une meilleure concentration, une restauration mentale plus rapide et ça a plusieurs avantages pour les employeurs. Les études ont prouvé que ça augmente la productivité de la main-d'œuvre de 7 à 12 ça diminue la fatigue mentale de 10 à 25 ça diminue l'absentéisme d'environ 19 et ça assure une meilleure attractivité, donc une meilleure attraction des employés et une meilleure rétention des employés qualifiés. Donc, vraiment des points extrêmement importants pour les employeurs. L'autre milieu, c'est le milieu scolaire.
J'ai eu la chance d'étudier dans une école primaire où dans chaque classe, il y avait des immenses fenêtres avec des arbres. On voyait des arbres sur la rue. Et quand je suis arrivée à la polyvalente, on m'a transférée à la polyvalente Armand Racicot à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et voici ma classe de chimie que j'ai retrouvée sur Internet là, dans une vidéo qui était tournée par des étudiants plus récemment, là. Mais vous voyez que ça ressemble presque à un cachot. Il n'y a aucun élément naturel là-dedans, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a surtout pas de nature là-dedans. Et si on compare, je vous dirais, à l'exemple à l'opposé, qui est une école verte que j'ai vue à Genève, qui m'a toujours fascinée. Vous voyez que cette école-là, il y a des grandes fenêtres, il y a une vue sur la nature pour ces enfants-là. Dans la cour arrière, vous voyez en bas à gauche, ces enfants-là ont possibilité de jouer avec des aliments naturels, même que quand on va sur le site web, on dit qu'ils offrent des classes forêt à cette école-là. Mais ce qui m'a toujours fascinée, c'est regarder l'âge des arbres par rapport à l'âge de l'école. On voit que les arbres sont plus vieux que l'école et qu'eux, ils réussissent à construire des écoles sans faire de coupe à blanc avant de construire l'école, alors qu'ici, il semble qu'on ne soit pas capable. Quand on construit une nouvelle école, et j'ai j'ai vu des écoles récemment, une école récemment qui s'appelle l'école du boisé, qui a été construite dans un boisé, mais tout le terrain de l'école a été coupé à blanc, puis après ça, ils ont replanté quelques arbres. Eh bien, ça, c'est extrêmement important d'avoir des surfaces, naturelles sur les terrains d'école et là, un autre problème qu'on retrouve souvent, c'est la mode, si vous voulez, des gazons synthétiques qui sont des milieux minéralisés, en fait, qui, amènent divers problèmes. Le premier, c'est qu'ils, sont susceptibles de créer des îlots de chaleur et on le voit, dans le graphique en haut. Vous voyez en haut à gauche, il y a le terrain synthétique qui est entouré de 2 terrains, donc un à droite, un terrain naturel, l'autre à gauche, un terrain naturel, puis en bas, c'est un terrain, c'est un parc. Et quand on regarde avec des lunettes pour détecter les îlots de chaleur, bien, on voit que le terrain synthétique est un îlot de chaleur au même titre que le secteur résidentiel à côté, alors que les 2 terrains de sport naturels sont des îlots de fraîcheur, peut-être un peu moins que le parc à côté, mais quand même des îlots de fraîcheur. L'autre problème aussi associé au terrain synthétique, c'est qu'on voit une augmentation de la prévalence d'infections de plaies. C'est-à-dire que puisqu'ils sont propices à la chaleur, l'humidité, il y a aussi la sueur, la salive et le sang des jeunes qui les fréquentent, bien, ça augmente la probabilité d'infection en cas de blessure ouverte. Et ces gazons synthétiques-là sont composés de 306 produits chimiques dont 52 sont des carcinogènes qui sont connus, présumés ou suspectés. Donc, des sources potentielles, si vous voulez, littéralement de poison pour les enfants. De construire des écoles vertes, ça a plusieurs avantages pour nos enfants. Premièrement, on sait que ça augmente l'activité physique et en contrepartie, ben, ça permet de lutter contre le surpoids. Ça améliore la santé mentale parce que ça favorise le calme, l'attention et la concentration en milieu scolaire. Donc, ça diminue le stress des étudiants, ça diminue les symptômes dépressifs chez les adolescents, ça diminue la sévérité des syndromes du trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. Ça diminue les problèmes de comportement et en plus de ça, ça augmente les performances scolaires des enfants qui vivent dans des écoles vertes par rapport à des enfants qui vivent dans des écoles grises. Finalement, le dernier milieu que je voulais vous présenter, c'est le milieu hospitalier. Si vous avez une vue en plongée de l'hôpital qu'on appelle le CHUL, qui est un hôpital à Québec sur le boulevard Laurier, et quand vous regardez à vol d'oiseau, vous voyez qu'il y a une grande partie qui est minéralisée. Bien sûr, les édifices sont des structures minéralisées, mais tout le reste est à peu près occupé par des stationnements, alors qu'il y a d'autres hôpitaux qui ont adopté des façons d'aménager totalement différentes. Ici, vous avez l'hôpital universitaire de Bâle, donc en Suisse, et vous voyez en haut à gauche un plan en plongée de ce site hospitalier-là, où on voit dans le carré occupé par le site hospitalier, en gris, les bâtisses, mais on voit que
Tout le reste est occupé par un immense parc et vous voyez les photos de cet immense parc-là qui est accessible aux professionnels de la santé, aux employés, aux visiteurs des patients et même à certains patients qui peuvent sortir. Les gens qui vont à la cafétéria ont des immenses fenêtres sur la nature et durant l'été, là c'était fermé, c'était au mois de janvier, mais durant l'été, ils ont accès à une terrasse extérieure sur le jardin. Ça a un impact. La façon dont on aménage nos hôpitaux a un impact et c'est cette étude-là de Ulrich qui a, si vous voulez, débuté toutes les études que je vous ai présentées sur l'architecture biophilique. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a vérifié la vitesse de guérison de gens qui étaient dans une chambre sans fenêtre ou dans une chambre avec une fenêtre qui donnait sur un mur de briques versus des gens qui étaient dans une chambre avec une fenêtre qui donnait sur un arbre. Il s'est aperçu que les gens qui étaient dans une chambre avec une fenêtre qui donnait sur une vue avec des arbres, que ces gens-là guérissaient plus vite, sortaient plus vite de l'hôpital et étaient moins souffrants. Ils avaient moins besoin d'analgésiques que les autres patients. Donc, vraiment un impact aussi sur les gens qui sont hospitalisés. Ce qui nous amène à vous présenter le commandement numéro 9. Pour des bâtiments bons pour la santé, une architecture biophilique, nous prioriserons. Le total de nos 10 commandements, alors je ne les répéterai pas tous en détail, mais le transport en commun, la trame verte, les transports actifs, assumer notre hivernalité, des espaces publics, des services de proximité, une agriculture urbaine, une canopée importante, une architecture biophilique. Il nous en manque un. C'est quoi le 10e commandement? Le 10e commandement, il nous a été inspiré justement de ces architectes qui ont réalisé cette bâtisse-là. Vous voyez qu'il y a des arbres au pied de la bâtisse, mais si vous regardez attentivement, vous voyez qu'il y a des arbres sur la bâtisse et qu'il y a des murs, des rideaux de plantes sur cette bâtisse-là. Et quand ils décrivent si vous voulez, leur réflexion pour construire cette bâtisse-là, ils écrivent que la nature, c'est une partie essentielle de notre existence sur la planète et ils ont senti qu'il était important d'intégrer la nature à leur projet. Et quand on entre dans cet édifice-là à Vancouver, dans le hall d'entrée, il y a le sol et sur le sol, il y a cette phrase-là qui a été engravée là, dans les tuiles où on écrit qu'on a le courage d'innover pour le bénéfice de notre communauté. Et donc, voici le 10e commandement qu'on vous propose, c'est pour la santé et le bien-être de tout le monde, avoir le courage d'innover avec des écoquartiers parce qu'il faut absolument dégager des espaces pour l'humain, pour redonner la santé et le bien-être aux humains et favoriser aussi ces éléments-là. Donc, les 4 ingrédients principaux de notre recette, c'est d'avoir des villes pour les humains, de donner priorité à la marche et au vélo, d'avoir des transports en commun qui sont attrayants, efficaces, abordables et d'avoir des villes vertes avec beaucoup d'espaces verts et une canopée importante. Alors là-dessus, je vous dis merci au nom de Sarah et moi, et Sarah pourra l'exprimer aussi. Merci au CRE de Laval et à ses partenaires de nous avoir invités à présenter sur cette thématique-là qui, j'espère, on a réussi à vous convaincre que c'était extrêmement important d'intégrer l'aspect santé, l'aspect bien-être dans l'avenir de nos villes, aussi bien à Laval que dans le reste du Québec. On en a tous besoin. Un grand, grand merci à vous deux. C'était très, très riche de contenu. J'ai envie d'ajouter le 11e commandement. De la Suisse, vous vous inspirez parce que d'autres très beaux exemples biophiliques, en tout cas pour les écoles et les hôpitaux. Enfin, mais un grand merci à vous deux. Et bien sûr, comme je disais d'entrée de jeu, bien, on veut aussi vous entendre ou vous lire, surtout aux chers participants, participantes. Donc, à la fois les personnes qui sont ici dans le Zoom et aussi sur le Facebook Live sur la page du Conseil régional de l'environnement de Laval. Donc, ce qu'on vous invite à faire pour éviter la cacophonie, ben, en fait, c'est tout simplement d'écrire vos questions dans la boîte de chat ou sous la vidéo là, sur Facebook. Alors, on voit que ça commence à entrer. Et moi, je vais me faire votre porte-parole. Donc, je vais lire les questions et puis je vous laisserai, chère conférencière, y répondre. Alors, commençons par celle de France qui demande la présence de la faune urbaine et la biodiversité.
qu'en pensez-vous? Donc, le mariage faune urbaine et humain en ville, si on l'exclut de la faune urbaine? Ben, comme je l'ai dit dans une des diapositives sur la trame verte de proximité, euh, l'aménagement de trames vertes dans une ville permet justement à cette biodiversité d'entrer en ville, que ce soit du point de vue floristique ou du point de vue de la faune. Et ça, les études, si vous lisez la revue littérature que Sarah a présentée de l'Institut national de santé publique, c'est écrit et les études l'ont évalué que les milieux où il y a beaucoup de biodiversité sont extrêmement attrayants pour l'humain et que ça les incite à aller visiter ces milieux-là. Donc, ça les incite à faire de l'exercice physique, mais aussi à côtoyer la nature, qui a un effet extrêmement bénéfique pour la santé mentale. Donc, c'est extrêmement important de favoriser la biodiversité en ville là, à la fois pour préserver nos espèces, mais aussi là, pour la santé et le bien-être des humains. Je ne sais pas, Sarah, si tu veux ajouter quelque chose. Peut-être juste avant de vous repasser la parole, moi, je sous-entendais dans cette question-là qu'il pouvait y avoir aussi des problèmes de cohabitation entre la faune en ville on voit les exemples de coyotes dans un SIC à Montréal, par exemple, ou etc. Il y avait peut-être cette sous-question-là qui n'était pas écrite, mais en tout cas, je vous la relance aussi comme ça. Oui. Est-ce qu'on peut poser des questions sans devoir les écrire? Bien, c'est vraiment plus facile si tout le monde écrit les questions. Il y a déjà plusieurs questions qui sont posées. Ça nous permet aussi d'y aller dans l'ordre un peu premier arrivé, premier servi. Ben, ce serait fun qu'il y ait quand même un débat de discussion. En tout cas. Bien, la forme qu'on a choisie pour aujourd'hui, c'est vraiment celle-là, mais on va prendre note pour les prochaines discussions. Bon. Sarah, je vous relance la parole sur la faune urbaine. Oui, bien c'est sûr que je pense que c'est une discussion qu'il faudrait avoir avec énormément de partenaires. Nous, on est comme experts santé. Je sais très bien qu'il y a énormément d'enjeux aussi au niveau de la conception de l'espace par rapport aux espèces. Mais souvent, quand il va y avoir une espèce aussi qui va prendre de l'ampleur puis qui va devenir un peu comme nuisible, en guillemets, c'est qu'on va avoir brisé quand même le cycle de biodiversité. Puis on a déjà aussi un grand problème, la crise de biodiversité. On parlait changement climatique un peu plus tôt. Mais la biodiversité aussi, comme c'est un gros problème. Puis des fois, on essaie de préserver des bulles de biodiversité, mais c'est sûr que comme ces bulles-là, c'est nous qui traçons les frontières. Là, ça a comme des impacts là, comme qui traversent ces frontières-là qu'on se crée nous-mêmes comme humains. Donc, je pense que ça vaudrait la peine, du moins, que cette conception-là de la biodiversité soit vraiment comme amenée aussi dans les écoquartiers. Malheureusement, comme on a un chapeau comme santé, mis à part le fait de dire qu'effectivement, la biodiversité est très importante à la santé humaine et que ça attire aussi des gens à fréquenter des milieux naturels, j'ai l'impression qu'il va falloir comme concerter aussi une expertise différente là, pour vraiment creuser ce sujet-là. Notre point principal, c'est d'inclure le côté santé quand même dans ces discussions-là qui est souvent évacué et non en partenariat avec du monde de la santé. Super. Bien, ça me permet en fait de rebondir sur une autre question d'Éric qui nous demande, puis peut-être vous avez la réponse ou pas, mais parce que vous parlez de bulles qu'on crée et c'est nous qui les dessinons. Dans les zones vertes, quelles tailles sont nécessaires? Ça, c'est la première question. Donc, on parle, si on avait peut-être un type idéal là, de zone verte ou de bulles vertes, et après ça, comment ceux-ci sont protégés? C'est comme une autre question. Mais déjà sur la taille, est-ce que vous avez une indication là-dessus? Évidemment, on entend que plus, c'est mieux, mais je ne sais pas si vous avez plus de détails que ça. Ou... Je laisse Joanne peut-être reprendre certains éléments qu'elle avait nommés justement pour sur la tête des espaces verts. Écoutez, un petit espace vert a des effets bénéfiques sur la santé parce que déjà, comme on vous a expliqué, aussitôt qu'un humain regarde un arbre, son hormone de stress diminue. Là. Donc déjà, il y a un effet bénéfique sur la santé. Maintenant, pour faire les 30 minutes de marche par jour, pour vraiment que les gens le fassent spontanément, ben, ça prend un espace vert qui permet de marcher un 2,5 km. Sinon, si c'est un petit mouchoir de poche, ben là, il faut faire 30 fois le tour du parc et là, ça devient ennuyant et moins attrayant. Donc, quand on parle de 2 à 2,5 km de marche, si on fait une boucle, ben, on peut penser à un parc qui a au moins
une longueur de 1 kilomètre. Et c'est ce qu'on a recherché dans un répertoire ici dans la région de Québec, donc Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches. On a fait un répertoire des sentiers hivernaux qui sont entretenus l'hiver, où on peut aller marcher, et des territoires en milieu urbanisé, dont au moins le départ est en milieu urbanisé. Et ce qu'on a inventorié, ce sont des espaces, des parcs qui ont au moins des sentiers d'1 kilomètre de long. Hmm. Donc, ça vous donne un peu une idée de la grandeur. En termes de territoire, de pourcentage du territoire urbanisé, avec un mouvement qu'on a appelé le mouvement Toile verte ici à Québec, qu'on avait démarré avec Vivre en ville, avec le Conseil régional d'environnement de la Capitale-Nationale, avec l'Association forestière des Deux-Rives, Nature Québec, là, j'espère que j'en oublie pas. On demandait qu'il y ait au moins 12% du territoire urbanisé qui soit préservé sous forme d'espaces verts arborés, donc pas juste un terrain de gazon, là, mais d'espaces verts arborés et de milieux naturels, là, si ça peut vous donner un ordre de grandeur. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'être capable de les connecter ensemble et non pas d'avoir des espaces verts là, isolés. Là. Ça permet aux humains de voyager d'un espace vert à l'autre, mais aussi à la faune et à la flore. Je me permettrai de souligner qu'on a la trame verte et bleue que la Ville prépare en ce moment. Je pense qu'il y a des documents d'information qui sont disponibles sur le site web de la Ville de Laval. Puis il y a eu cette notion-là, parce que ça a été présenté aux citoyens, cette notion-là de connexion justement entre les différentes zones. Donc, j'en dis pas plus parce que je retourne à vos questions, mais tapez ça si vous voulez aller en découvrir davantage sur ce qui se passe à Laval. Il y a une question de Janie qui demande comment est-ce qu'on peut convaincre les commerces de proximité de s'installer chez nous, mais je pense que vous avez donné un bon élément de réponse en parlant de l'attractivité des quartiers et des impacts économiques là, un peu plus tôt. Le plus sévère, plus les gens, même le pied carré, le coût du pied carré augmente, donc la valeur économique, l'attractivité pour les commerces augmente aussi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Là. Je voulais un peu rapper ce que vous avez souligné un peu plus tôt. Ou si ça va, ça fait le tour. Oui, bien, je vois qu'il y a une autre question aussi par rapport à la valeur foncière commerce. Fait que, Oui. je pourrais peut-être boucler ça ensemble sur l'attractivité des commerces. Très bon point. Donc, Alex qui nous demande des suggestions pour adresser la question de la gentrification. Ah, tiens, lors de l'instauration de temps. Ah, Dr. Eisner, je pense qu'on a un petit souci de connexion. Et vous êtes perdu. Ah non, vous êtes là. Elle est revenue. Ben, je peux peut-être parler un peu, puis Joanne, le micro est fermé par contre. Oui, ben, ça a comme figé un peu. Oui, vas-y, Sarah, puis je rajoutais un petit point là-dessus. Oui, parfait. Bien, en fait, c'est super intéressant parce que justement, comme quand on lisait par rapport au commerce, justement à la valeur, tout ça, il y avait beaucoup de données, puis je me suis aussi posé la question pour la gentrification, parce que c'est souvent un contexte qui revient, là, que le verdissement, la faille après ça, c'est que, soudainement, ça prend de la valeur. Donc là, finalement, les populations qui habitaient là sont un peu expulsées, remplacées. Mais en fait, ça va comme à l'encontre du principe d'écoquartier. Donc, si on reste collé sur les principes d'écoquartier, il faut absolument éviter ce côté-là. Il faut que les gens soient proches, il faut qu'il y ait du verdissement urbain, mais il faut aussi faire une grande place au logement social. Il faut s'assurer que ce soit équitable pour toutes les populations. Donc, c'est important d'avoir ça. Puis, c'est le fun pour avoir de la main-d'œuvre qualifiée quand même, pour avoir quand même des commerçants qui peuvent rester sur place, qui ont quand même une bonne valeur ajoutée à leur boutique. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il ne faut pas juste laisser aller comme ça, parce qu'on l'a vu dans des quartiers que finalement le verdissement prenait de l'ampleur. Finalement, ça faisait tellement augmenter la valeur foncière que des gens devaient quitter. Donc, je pense que comme un des points, une des suggestions, c'est qu'un projet d'écoquartier, il faut que ça soit réfléchi. Il faut que ça soit réfléchi pour tout le monde dans la population. Il ne faut pas que ce soit juste comme laissé comme ça en se disant que ça va être beau, mais il faut le réfléchir pour toute la population, puis intégrer rapidement au début du processus plusieurs représentants citoyens aussi, parce que les citoyens ont une expertise en tant que telle qu'il faut reconnaître dans ce geste-là. Donc, c'est sûr que comme transport en commun, logements sociaux, avoir des projets pour et par les gens qui vont habiter là. Je pense que c'est vraiment important pour éviter la gentrification. J'ajouterais, en fait, pour
pour éviter la gentrification, ce que d'autres villes font, par exemple Londres, c'est qu'ils obligent à un pourcentage de logements sociaux quand il y a un projet immobilier. Ils obligent à ce que 10% des logements soient des logements sociaux. Donc, ça fait en sorte que des quartiers où la valeur foncière augmente, des quartiers qui se requalifient, il y a encore du logement abordable pour les gens qui demeurent dans le quartier ou pour les gens qui sont moins fortunés, qui veulent aller demeurer dans des quartiers qui sont beaucoup plus favorables à la santé et à leur bien-être. Et pour attirer les commerces de proximité, parce que je reviens au début de la question, pour attirer les commerces de proximité, c'est sûr que c'est la densification d'un tissu urbain qui fait en sorte que là, il y a une clientèle qui est suffisamment grande là, pour faire vivre ces commerces de proximité-là. Mais encore une fois, il faut qu'elles soient bien faites et c'est tout un art de bien densifier. Mais c'est possible. Il y a des beaux quartiers, souvent des quartiers anciens, là, comme ici à Québec. Je ne sais pas si vous connaissez Québec, mais le quartier Montcalm, par exemple, qui est un quartier qui est bien densifié avec une belle couverture arborée, commerce de proximité là, sur la rue Cartier. Super, merci beaucoup pour vos éléments de réponse. Je vois Mathieu de Coalition Climat Laval, Oui, une petite intervention. effectivement. Donc, un petit mot du comité organisateur, c'est que à la question, effectivement, comment attirer des commerces de proximité, on croyait que c'était important de poser des bases, en outre la santé, la vision de l'humain au cœur d'un écoquartier. Et dans une des conférences à venir, on va parler de nouveaux modèles économiques. Donc, quand les bases sont bien posées, comment effectivement avoir des politiques fiscales qui vont s'appuyer sur les fondamentaux d'un écoquartier, puis après ça, développer des types d'économies qui soient en harmonie avec ce qui a déjà été posé comme base, comment attirer les services de proximité, des nouveaux types d'industries qui sont sont beaucoup moins polluantes. Donc, on discutera de toutes ces choses-là dans des prochaines conférences. Là. Donc, le suivi vous sera fait à tous les participantes et participants. Merci. Il y a d'ailleurs des commentaires en ce sens qui parlent plusieurs commentaires d'ailleurs qui soulèvent le fait que c'est une présentation super intéressante, mais notamment sur la question économique, des nouveaux projets à Laval. On parle évidemment d'un centre-ville qui est en construction, puis je vois quelqu'un du bureau du centre-ville qui est présent avec nous, c'est super. Et la réimagination de l'avenue des Laurentides, c'est aussi quelque chose qui m'a frappé. Je ne sais pas, nos conférencières, si vous connaissez le boulevard des Laurentides à Laval, quand on parlait de boulevard là, de 4 voies à Bruxelles, je pense, qui avait été piétonnisé, c'est tout de suite ça qui m'est venu en tête. Parce on n'a pas juste des beaux boulevards à Laval non plus. On a une autre question de, je pense, quelqu'un de très important pour Sarah, de Sylvie, qui demande quelles sont les solutions pour le transport en commun pour aller à l'université. C'est peut-être assez spécifique, mais je ne sais pas si ça vous... donc, dans la notion de connectivité de transport en commun et actif dont on parlait plus tôt, quelle solution, en fait, c'est une question que j'ai envie de vous élargir sur la question du transport en commun, si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Bon, encore une fois, je commencerai, puis Joanne pourra compléter. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voit beaucoup en transport en commun? Encore une fois, on met le chapeau santé. Donc, c'est sûr qu'encore une fois, il faudra avoir beaucoup d'expertise externe. Mais ce qu'on voit beaucoup, puis qu'est-ce que j'ai beaucoup discuté aussi avec, par exemple, des ingénieurs en mobilité durable, c'est que souvent, le problème, c'est que ce n'est pas assez efficace, ce n'est pas assez flexible, ce n'est pas assez accueillant, confortable, le transport en commun. Souvent, c'est comme sur ces points-là qu'il faut aller jouer. Puis, il faut que ce soit flexible en termes d'horaire, mais aussi en termes de clientèle, de gens qui l'utilisent. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc, c'est sûr qu'il faut des services qui soient assez fréquents aux heures de pointe, mais qui sont assez flexibles aussi pour des horaires atypiques. Souvent, une façon d'y arriver, c'est d'avoir des moyens de transport qui sont peut-être plus petits, moins coûteux, avec vraiment, quand on reprend le concept d'écoquartier, c'est de mettre aussi l'humain au centre, puis le transport en commun doit arriver rapidement avant l'utilisation de l'automobile. Là, souvent, qu'est-ce qu'on a, c'est qu'on essaie de voir comment faire rentrer le transport en commun dans notre modèle automobile. Puis là, on essaie de réserver des voies, puis là, ça bug, ça ne marche pas, les stationnements, tout ça à contourner. Mais je pense que c'est de remettre le transport en commun plus à l'avant, d'y donner plus de moyens, puis de s'adapter pour être plus flexible. Donc, c'est ça. Parce qu'à Laval, il y a comme quand même une partie qui se rend au métro. Il y a quand même des quartiers qui sont beaucoup moins desservis aussi
quand je prenais l'autobus à Laval, des fois, il fallait qu'on attende 30-40 minutes sur le bord du chemin. Là. Je ne sais pas actuellement c'est quoi. Puis, encore une fois, j'étais motivée à le prendre, mais il y a beaucoup de monde que ça ne rentre pas dans leur horaire pour plusieurs raisons. Donc, il faut quand même que ça soit plus efficace pour que les gens prennent le virage. Je donnerai la parole à Joanne. Vous savez, ici à Québec, il y a un grand débat sur le tramway auquel on a participé et pour vraiment encourager le transport en commun. Et il y a vraiment, puis Sarah les a mentionnés, il y a vraiment des critères extrêmement importants. La fréquence. Ça prend une fréquence d'au moins 15 minutes et idéalement 5 minutes. Ça prend un service qui soit rapide. Et à partir du moment où le transport en commun est plus rapide que l'automobile, ça fait réfléchir beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui laisse leur auto et qui embarque dans le transport en commun. Quelque chose de confortable. Ici, on a des métrobus qui est notre squelette de système de transport en commun. Je veux dire, c'est impossible parfois de lire ou même d'essayer de regarder ces textos parce que ça brasse trop, alors qu'un tramway est quelque chose de beaucoup plus stable où c'est confortable. Ces éléments-là sont essentiels. C'est sûr que la desserte aussi, mais on ne peut pas tout construire en même temps. Ici à Québec, il y a une guerre, si vous voulez, centre-ville, banlieue. Tous les transports en commun dans le monde se sont construits en phase. On a commencé par le mettre là où il y avait le plus de gens qui étaient susceptibles de le prendre. Et avec le temps, on l'a ramifié pour vraiment couvrir tout le territoire de la ville. Mais vraiment, les critères de fréquence, de rapidité, de confort sont des critères là, extrêmement importants. Et évidemment aussi de affordabilité, c'est un mot anglais, mais d'accessibilité au point de vue tarifaire, ça aussi, c'est un élément important parce que si on faisait bien nos mathématiques, on s'apercevrait que les gens qui prennent le transport en commun nous coûtent moins cher que les gens qui prennent leur auto. La notion de temps là, revient beaucoup dans vos réponses et dans votre présentation. On parlait tantôt du 10 minutes, le 5 minutes. Là, c'est encore le temps pour que ce soit efficace, pour que ce soit attrayant. Je fais le point avec le pont plutôt avec la question suivante. La question pour changer les comportements, la notion de temps semble être un fil rouge important. En fait, je vais jumeler deux questions ensemble. Il y a quelqu'un, David, de la Direction de la santé publique de Laval, qui nous demande qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce que c'est changer les comportements des citoyens en les sensibilisant, comme on essaie de le faire aujourd'hui notamment, mais pas que, ou d'influencer les décideurs pour faire la même chose? Et on a une autre personne un peu plus bas, Mark Andrew, qui demande qu'est-ce qui peut aider à convaincre les élus et les décideurs municipaux d'agir pour appliquer les 10 commandements? Donc, j'ai envie de vous lancer la balle avec ces deux questions-là en même temps. Est-ce qu'il faut d'abord se concentrer à transformer les habitudes et les comportements des citoyens et ou les décideurs? Puis si oui, selon vous, dans votre expérience, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer d'influencer les élus? Puis on parle spécifiquement du monde municipal. On a dit tantôt, le municipal, c'est le palier où ça se joue pas mal. Vas-y, c'est une grande question. Je te laisse aller, Ouais. Sarah. Et puis, Bien, moi, je vais ramener aussi plus mon expertise clinique avec mes patients. Là. Tu sais, je travaille, mettons, dans un petit village que même si je leur dis allez manger des fruits et légumes, quand c'est juste même pas disponible, c'est dur de changer une habitude. Puis un changement de comportement, ça prend du temps, puis ça prend des moyens. Puis c'est pour ça qu'au début, on parlait vraiment d'aménagement urbain efficace, d'accessibilité, on parle de temps. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est dur pour un citoyen, avec toutes les autres contraintes, de changer. C'est dur pour quelqu'un d'abandonner la voiture quand les autres options sont aucunement efficaces pour le mode de vie que nous connaissons actuellement et que nous avons. Donc, il faut absolument qu'on ait quelque chose d'efficace. Donc, oui, d'informer, je pense que c'est quelque chose parce que souvent, les élus vont nous dire est où ta masse critique pour dire que c'est vraiment un sujet que les citoyens veulent vraiment. Donc, il faut quand même des gens qui sont intéressés, mais je pense qu'au-delà d'avoir comme l'ensemble des statistiques en main et de dire voici, voilà, tu sais, je pense qu'il faut juste comme avoir des citoyens aussi qui sont mobilisés et qui vont dire à leurs élus voilà pourquoi c'est important pour moi, voilà pourquoi je ne peux pas le faire tout seul, en fait, pour que les élus prennent ça en main et mettent un aménagement urbain qui est efficace pour tout le monde. Donc, ça vaut pour l'activité physique aussi. On parlait des résolutions du nouvel an.
mais plusieurs personnes n'ont juste pas accès comme à un système de trottoir, d'espace vert pour faire du plein air à l'extérieur. Payer un gym, bonne chance, surtout quand ils ne sont pas ouverts. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de facteurs qui font en sorte que l'aménagement urbain bloque les bonnes habitudes de vie des citoyens. Donc, c'est pour ça que je prends de mon temps en ce moment. C'est que même si je fais ce travail-là clinique avec tout le monde en leur disant « voici, voilà », les informer, en sortant de mon bureau avec les recommandations, s'ils ne sont pas capables de les appliquer, ça ne sert à rien. Fait que moi, je prends plus le bord de comme, essayer de mobiliser les citoyens plutôt que seulement l'informer pour qu'on soit une masse critique, pour comme pousser pour un aménagement qui a du bon sens pour tout le monde, parce que seul, avec quelques personnes mobilisées, comme ça, c'est dur d'avoir des projets qui ont assez d'impact. Donc, ça, c'est comme pour mon œuf ou la poule. Là. Je prends plus un viré d'essayer d'aller travailler en partenariat avec les élus. Puis comment influencer les élus? Bien, je pense qu'il y a comme plusieurs méthodes, mais je pense que c'est aussi de se faire connaître comme un peu beaucoup de monde que je disais comme dans leur mobilisation. Puis aussi se rappeler qu'on parle à des humains. Au niveau des élus, je sais qu'il y en a beaucoup qui se sentent comme stressés, mais outre ça, c'est que c'est des humains qui ont des intérêts, c'est des humains qui ont des passions, qui ont des familles, Fait que c'est des fois d'aller chercher ce côté-là aussi pour recréer le lien, puis faire passer des messages, puis rencontrer ce monde-là, pas juste envoyer des courriels, comme appeler vraiment. Fait que c'est ça, je pense que de coller les 10 commandements partout, puis d'appeler les élus pour être efficace. Puis je passe la parole aussi à Joanne, qui a quand même une bonne expérience aussi de communiquer, de mémoire et d'implication. Fait que je laisserai mettre sa touche. Bien, je vous dirais deux réponses. Premièrement, l'occasion fait le larron. Et puis, on s'aperçoit qu'aussitôt qu'on fait ces aménagements-là, c'est-à-dire on aménage un réseau structurant, efficace, attrayant, rapide, les gens le prennent. On met des pistes cyclables, les gens les prennent. On met des trottoirs, les gens prennent les trottoirs. On met des espaces verts attrayants, les gens les utilisent. Donc, une fois que c'est en place, les gens vont le faire. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Bien, je pense qu'il faut travailler sur les deux fronts à la fois. Puis c'est ce qu'on essaie de faire ici à Santé Urbanité depuis 2016. On essaie de mobiliser les gens. On leur explique pourquoi c'est important pour leur santé, pourquoi jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont perçu les pistes cyclables comme des dépenses. Ce n'est pas des dépenses, ce sont des investissements à l'autre bout en tant que contribuable. Ça diminue nos coûts en tant que contribuable et on se dit que plus il y a de citoyens qui vont demander aux élus de tels aménagements, bien, plus ça va inciter les élus à le faire parce que les citoyens sont des gens qui votent et ces citoyens-là sont élus par des voteurs. En même temps, on entre en dialogue avec les élus, que ce soit au fédéral, au provincial ou au municipal, pour, dans le fond, les informer de ces liens-là entre l'aménagement et la santé urbaine, mais aussi pour leur donner des munitions, parce qu'en quelque part, s'ils décident de construire des pistes cyclables, il faut qu'ils soient capables de les justifier, parce qu'il y a une partie de la population qui pense que ce sont, comme je vous ai dit, des dépenses. Donc, qu'ils soient capables d'expliquer à la population pourquoi ils le font, pourquoi c'est important de le faire, puis pourquoi ça va être bénéfique en retour et que finalement, ça va amener des économies d'échelle. Donc, on travaille vraiment sur les deux fronts avec des émissions de télévision à MaTV, avec des marches éducatives à chaque samedi matin avec un médecin différent dans un quartier différent ou dans une ville différente et aussi là, par des rencontres là, ciblées avec des élus. Et évidemment, des mémoires qu'on dépose et des interventions qu'on fait dans les consultations publiques. Super, merci beaucoup. Donc, c'est à la fois l'œuf et la poule, si je comprends bien, puis des fois, essayer de transformer les comportements des citoyens qui peuvent se buter à des limites, peuvent les transformer en ambassadeurs et ambassadrices, en fait. Puis d'habitude, on termine une conférence sur un appel à l'action. J'ai envie de vous le faire maintenant, cet appel à l'action-là. Là, la conférence qu'on écoute aujourd'hui, et ça répondra à la question de Claude aussi, elle est disponible, à laquelle on participe en fait. Elle est disponible déjà en direct et elle sera par après sur la page Facebook du Conseil régional d'environnement de Laval. Vous pouvez utiliser le bouton transférer ou partager puis envoyer ça à votre conseiller ou votre conseillère municipale. C'est déjà une belle façon de diffuser oui, on voit des pouces en l'air, oui, hein, de diffuser les 10 commandements et tout ce riche contenu-là, et même de démontrer à vos élus
qu'il y a plein de citoyennes et citoyens qui ont des intérêts, qui posent des questions et qui nourrissent la discussion. Donc, ça, c'est un geste que vous pouvez faire dans quelques minutes. Alors, il nous reste en fait 2 questions. Peut-être souligner que Philippe du service d'environnement et d'éco-citoyenneté de la Ville de Laval nous a partagé le lien vers la trame verte et bleue. Merci beaucoup, c'est apprécié. Donc, on a 2 questions. La question suivante d'Éric sur les écoles vertes. Quelles sont les initiatives prises dans le but d'en avoir dans la Ville de Laval? S'il n'y en a pas en place, comment est-ce que vous pourriez en faire? Bien, un élément de réponse que j'ai envie de vous dire, c'est que ça appartient quand même au Centre de services scolaires de Laval, le développement des différentes écoles. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont en train de développer ou de relancer un comité d'action climatique et un comité vert là, que Laval en transition accompagne. Donc, peut-être vous pourrez contacter ce comité-là et partager les belles inspirations qu'on a eues en fait dans la conférence d'aujourd'hui. C'est comme si c'est une question très spécifique, Sarah, Joanne, je ne sais pas si vous avez d'autres éléments à partager sur les écoles. En fait, je pense qu'il y a d'autres inspirations. L'idée, c'est de peut-être à nouveau en toucher le cœur des êtres humains qui sont derrière des postes responsables et démontrer comment ça peut être « wow », une école de demain. Donc, je vous invite, Éric, à contacter le Centre de services scolaires de Laval. Et il y a une conseillère pédagogique en environnement qui est là pour avoir du leadership dans toutes les questions environnementales. Et finalement, Carl, d'un centre de service scolaire, justement, avez-vous des solutions pour éviter les terrains sportifs synthétiques, dont on a parlé un peu plus tôt, qui sont des îlots de chaleur? Ils deviennent très populaires actuellement à l'intérieur des aménagements de cours d'école, car les surfaces naturelles ne peuvent soutenir le piétinement des élèves. On en a vu notamment un cas d'une indignation de certains citoyens et citoyennes dans un quartier de Laval l'été dernier, à partir justement à propos plutôt d'un nouveau terrain synthétique qui était installé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les terrains synthétiques semblent répondre à un problème. Comment est-ce qu'on fait pour trouver une solution qui est à la fois intéressante pour ce problème de piétinement-là, mais qui ne cause pas des îlots de chaleur? Mais je pense que c'est comme aussi une question qui revient souvent un peu entre des intérêts divergents, comme au niveau gestion, soit municipale ou comme des citoyens, différentes perceptions. Je reprends, mettons, comme ça n'a pas rapport au terrain d'école spécifiquement, mais des fois, il y avait des villes qui ont décidé d'essayer de laisser un terrain en friche, pas de le tondre. Puis il y a des citoyens qui se sont comme insurgés en disant que ça avait l'air laid. Puis là, finalement, la ville, comme avec un autre organisme, a chapeauté pour expliquer mais pourquoi on ne tondait pas ça, que ça coûtait excessivement cher la tonte, que ça faisait la biodiversité. Donc, des fois, c'est de reprendre aussi en disant qu'avant les terrains synthétiques, il y avait déjà des écoles, puis il y avait déjà des enfants. Puis c'était quoi, comme, mettons, où ça a fini par comme casser, c'était quoi, mettons, les attentes pour essayer de répondre point par point à ça. Mais tu sais, au final, on avait déjà comme des terrains avant. Je ne sais pas si c'est comme un autre spécialiste des terrains, mais je pense que finalement, le terrain synthétique, c'est une réponse nouvelle à des problèmes qui ont été soulevés. Mais je pense que ça serait bien de se dire, mais s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'on ferait de différent? Si on essaie de partir, de ne pas s'agripper à une nouvelle mesure. Si finalement, on recule un peu puis on se dit, ben c'est pas super pour la santé des jeunes, si on n'avait pas ça, justement, c'est quoi nos options actuellement? Puis des fois, dans certaines cours d'école, là, on parle des terrains comme sportifs spécifiquement, qui sont comme souvent des grosses zones, mais dans un terrain d'école, des fois, il y avait des arbres, justement, avec des paliers différents, un petit peu de gravier à certains endroits, puis des alternances pour essayer que ça ne soit pas juste comme une flaque de boue. Puis je pense que ça serait plus en questionnement avec comme, des gens, justement, en aménagement du sol pour le questionner, mais nous, on amène quand même le point qu'il faudrait quand même exclure cette solution-là parce que c'est comme une fausse solution pour la santé de nos jeunes. Je ne sais pas si Joanne elle avait comme un autre exemple, mettons, de terrain sportif ou d'école verte. Oui, on a eu en fait un beau cas ici à Québec, le Cégep de Sainte-Foy, qui voulait construire un terrain synthétique là, pour les étudiants du Cégep. Ils avaient reçu une subvention, je pense que ça coûtait 1 million de dollars. C'est vraiment extrêmement dispendieux et en quelque part, c'est comme une mode et c'est comme si on veut être avant-gardiste, mais on met des terrains synthétiques. Là. Mais quand il y a des gens qui nous ont interpellés quand ils ont appris ça et on a fait une intervention là, auprès de la direction du Cégep de Sainte-Foy
avec les études scientifiques que je vous ai présentées, avec le docteur Pierre Gosselin que je vous ai nommé là, sur la diapositive, pour expliquer à la direction du Cégep de Sainte-Foy les multiples désavantages du point de vue de la santé et de l'environnement de ce type d'aménagement-là. Et finalement, le projet est tombé à l'eau et ils ont planté 300 arbres sur le campus, 300 érables. Ils ont fait une future érablière sur le terrain du Cégep de Sainte-Foy. Ils ont planté aussi parce que le Cégep de Sainte-Foy est juste à côté de l'autoroute du Vallon, qui s'appelle maintenant l'autoroute Bourassa. Mais ils ont fait une haie d'arbres là, pour essayer de capter les polluants de cette autoroute-là et aussi là, de diminuer la pollution sonore de cette autoroute-là. Donc, vraiment un virage qui s'est fait et je pense qu'en dialoguant avec les gens, bien sûr, il faut le savoir au tout début, là, une fois que le terrain est installé, c'est plutôt difficile de revenir en arrière. Mais tu sais, si on est capable d'intervenir rapidement avec des gens de la santé là, pour vraiment appuyer les points qu'on apporte là, défavorables à la santé des enfants, tu sais, je pense que c'est un exemple où on peut gagner, renverser la vapeur et réorienter toute la direction d'une école vers des aménagements qui sont beaucoup plus favorables à la santé, au bien-être, aussi avec des autres co-bénéfices là, comme la gestion de la pollution atmosphérique, pollution sonore, la gestion des eaux de pluie par rapport tu sais, des surfaces perméables par rapport à des surfaces imperméables. Super, ben, merci beaucoup. Puis j'ai envie de dire aussi, ben, pas nécessairement aller voir ce qui se passe en Suisse, mais aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. D'autres exemples, je suis sûre qu'on n'est pas la seule place au monde où on se pose cette question-là. Là, comment éviter que les terrains soient détruits par les pas enthousiastes de centaines d'enfants, mais d'avoir quelque chose de durable et de sain. Il y a très certainement des belles réponses ailleurs sur la planète. Peut-être une ultime question que j'ai reçue en message direct, qu'on a un peu, j'allais dire adressée, qu'on a posé un peu à la dernière conférence, mais que j'ai envie de vous entendre quand même là-dessus. Si vous avez des éléments de réponse, la question c'est comment est-ce qu'on fait pour, quand on est un citoyen ou citoyenne d'un quartier, puis on a envie d'un écoquartier, là, à part se lever de bonne heure puis être bien convaincant, comment est-ce qu'on s'y prend? C'est un des exemples qu'on avait eu à la première conférence, c'était en fait c'était la ville qui avait dit ce coin de là, on va créer un écoquartier, qui a fait un appel à projet avec des architectes. Mais mettons qu'on habite dans un quartier qui n'est pas à la veille d'être détruit pour être construit. Quel conseil est-ce que vous donneriez à Janie? Si vous en avez. C'est quand même une large question et très fondamentale. Oui, c'est ça. Ben, Vas-y, Joanne, je vais vas-y, compléter. ça. Ben, moi, je dirais de prendre la parole et de prendre l'écrit. Vous savez, dans toutes les villes, il y a possibilité de prendre le téléphone, d'appeler son élu pour lui discuter avec lui ou elle des bénéfices des écoquartiers ou des critères, si vous voulez, des écoquartiers. Il y a possibilité aussi d'écrire aux conseillers, conseillères, écrire aux maires, mairesses, d'aller dans les consultations publiques et vous savez, que ce soit une consultation sur la mobilité, une consultation sur le verdissement, une consultation sur le zonage, une consultation sur le transport en commun. Il y a toujours des critères qui touchent aux écoquartiers. Il y a toujours moyen de ramener le message et à travers ces consultations-là, ben, on rencontre d'autres citoyens qui partagent la même vue, on s'associe, on rencontre d'autres organismes et je pense que c'est ça qui peut avoir un poids décisif là, sur la décision d'une ville là, pour mieux aménager, mieux requalifier des quartiers qui ont été construits avec beaucoup de déficiences. Là, on pense par exemple, aux banlieues de deuxième couronne ici à Québec et d'autres banlieues, certainement à Laval ou à Montréal. Je compléterais peut-être aussi que souvent, on a l'air d'être un peu seul, mais c'est important, je pense, rapidement de se rattraper avec d'autres citoyens, ne serait-ce que, pour avoir un poids peut-être un peu plus important, se faire connaître comme groupe, puis deux, ne pas s'épuiser comme citoyen non plus.
parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont décrocher au fur et à mesure parce qu'ils sentent que le poids est peut-être comme trop gros. Fait qu'ils se rassembler. Puis effectivement, je pense de ne pas quand même lâcher prise malgré tout, puis de ne pas se dire, je vais attendre de voir le prochain développement immobilier pour savoir s'il répond à tous les critères d'écoquartier. Souvent, un écoquartier, la base, c'est aussi d'essayer de réutiliser ce qui est déjà existant pour pouvoir l'intégrer, puis graduellement changer des morceaux, inspirer d'autres morceaux de la ville et bâtir là-dessus. Et mon troisième point, ça serait aussi, en plus de se retrouver avec des citoyens, d'aller chercher des expertises citoyennes qui sont peut-être différentes. S'il y a quelqu'un qui est un peu plus à l'aise pour les arguments économiques, souvent, c'est quand même assez payant parce que quand on parle de verdissement, par exemple, puis qu'on voit les inondations à chaque année, c'est excessivement cher, là, reprendre un système d'égout, essayer de remettre ça. Ça a un grand impact sur les citoyens au niveau de santé aussi parce que c'est inondation, on parle de moisissure, d'allergie. Tout est comme un peu interconnecté. Puis je pense que c'est important d'être capable de bien le résumer, de le rendre disponible. Puis comme Jean l'a dit, que peu importe comme la situation, d'essayer de ramener ça tout le temps. Si, mettons, la ville a l'air de dire on a une telle problématique, mais d'amener des solutions proactives aussi, de dire, ah ben, ce stationnement-là qui est un peu désaffecté en plein milieu de nulle part, sans créer un écoquartier sur ce site de stationnement ou de bâtiment désaffecté, voici une proposition de projet qui pourrait être bénéfique pour les citoyens, puis bénéfique pour la ville aussi, parce qu'en remettant, au lieu de toute cette surface-là minéralisée, des arbres, tout ça, bien, ça va permettre à la ville de compenser par rapport à la gestion d'eau, s'il y a des pluies torrentielles. Ça va créer un réseau plus continu de trames vertes. D'aller chercher ces arguments-là puis d'être capable de les résumer. Puis ça, c'est un autre de mes conseils un peu d'implication citoyenne, je vais finir par le prononcer comme du monde. C'est que les élus sont quand même très débordés. Donc, c'est important quand même de cibler à qui on s'adresse, puis de bien les connaître, de peut-être savoir quel dossier ils ont en charge pour être sûr de ne pas manquer sa cible et de résumer l'information, quitte à les appeler puis leur dire « OK, bien, je t'envoie un résumé, une page, voici », puis de les relancer sur « Avez-vous consulté mon document? » Puis des fois, ça donne quelque chose d'un peu plus concret, puis un suivi qui est nécessaire. Parce que des fois, les séances publiques, c'est intéressant, mais des fois, c'est là que les décisions se prennent, puis il est déjà trop tard. Fait que de ne pas hésiter de relancer souvent ces élus qui nous connaissent, puis d'amener des solutions à des zones problématiques. Donc, des fois, ça peut être très pertinent de bloquer un projet qui n'a comme pas d'allure, puis d'expliquer pourquoi il n'y a pas d'allure, mais des fois, ça vaut la peine aussi de cibler un secteur puis de proposer un aménagement qui aurait de l'allure pour tout le monde. Donc, de ne pas hésiter à comme bâtir sur du vieux, en fait, ça fait partie d'un des concepts aussi des écoquartiers. On ne part pas du néant, là, on part d'une ville. Bien, un grand merci. J'ajouterais très rapidement que si vous avez la chance d'habiter dans une zone TOD, donc Transit Oriented Development, comme on dit dans le langage urbanistique, donc 1 kilomètre autour d'une station de métro ou d'une gare, bien, la ville est en train de consulter en séquence là, sur plusieurs quartiers les citoyens et les citoyennes donc sur le développement de ces quartiers-là qui est juste dans une visée justement en fait de densification. Donc, c'est peut-être une opportunité pour rentrer des éléments là-dedans d'éco-quartier. Mathieu a parlé d'entrée de jeu du site repensonslaval.ca qui est l'espèce de plateforme de la ville pour la consultation publique et la participation citoyenne. Donc, je vous invite à aller voir ça, repensonlaval.ca. On pourra l'écrire dans le chat aussi. Bien, en fait, on arrive à la fin de notre deuxième conférence sur les écoquartiers, donc aménageons ensemble des écoquartiers pour la santé. Un grand merci à nos deux conférencières, Joanne Elsner et Sarah Bergeron, pour vos riches discussions et présentations. Franchement, c'était vraiment très intéressant. Vous lirez dans les commentaires après, là, il y a plein de merci, c'était super instructif. Sur Facebook aussi, il y a des beaux commentaires pour vous, donc je vous invite à aller le voir. C'était très, c'est ça, riche en fait, c'est le bon mot. Et comme on a commencé avec une série de mots de bienvenue, on a quand même quelques petites annonces et remerciements à vous faire avant de vous laisser aller. J'ai envie maintenant de passer la parole à Audrey du Conseil régional d'environnement de Laval.
Merci, Alexandre, pour cette animation de main de maître. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir aussi modéré les questions très pertinentes qu'on a reçues. Alors, je veux faire écho au message d'Alexandre pour, à mon tour, remercier au nom de tout le comité organisateur, Dr. Elsener, présidente de Santé Urbanité, et Dr. Bergeron pour La planète s'invite en santé. Donc, merci pour votre présentation étoffée et tellement intéressante avec les belles réponses, les belles questions qu'on recevait. Je pense que vous avez su captiver et motiver les participants de cette deuxième conférence-là. Je remercie au nom du Creux de Laval également, bien sûr, nos organismes avec qui on réalise ce projet là, de série de conférences, Laval en transition ainsi que Coalition Climat Laval. C'est un plaisir là, de collaborer ensemble puis de voir ce projet-là prendre de l'ampleur et d'explorer au fil du temps des thématiques toutes plus pertinentes les unes que les autres là, sur les écoquartiers puis sur les avantages de les implanter éventuellement à Laval et ailleurs, bien sûr. Je remercie aussi finalement tous nos participants. Merci à ceux qui avaient participé à la première et qui se sont joints pour la deuxième. Merci aussi aux nouveaux visages qui ont embarqué dans l'aventure avec nous. Moi, je vous mets à l'instant dans la boîte de chat un lien vers le sondage d'appréciation pour qu'on puisse récolter vos commentaires sur la conférence d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller la remplir lorsque vous le pourrez. À la fin de notre événement d'aujourd'hui, je vais également faire parvenir un courriel à tous les participants d'aujourd'hui pour vous faire un rappel pour le sondage, pour également vous rappeler, parce qu'on a eu la question souvent, là, à savoir si la vidéo allait être disponible. Donc oui, vous pourrez voir la conférence en rediffusion. Donc c'est dès maintenant sur les pages Facebook de La planète s'invite en santé ainsi que le Conseil régional de l'environnement de Laval. N'hésitez pas si vous souhaitez la revoir, la partager, c'est toujours bon pour promouvoir justement notre démarche. Et puis, en même temps, je vous dis rapidement que pour la prochaine conférence, la date est à venir, mais à tout le moins, comme Mathieu l'avait mentionné, notre prochaine conférence aura pour sujet de nouveaux modèles économiques pour des écoquartiers dynamiques. Alors, voilà pour ma part. Donc, je relaisse la parole à Mathieu de Coalition Climat Laval. Merci encore beaucoup à tous. Ou Amal, en fait, pour Oui. Amal. Oui. OK, parfait. Et moi aussi, de notre part, on remercie les conférenciers de nous apprendre à prioriser la santé dans nos environnements. Nous vivons actuellement deux crises, la crise climatique et la crise sanitaire, où la santé devient une priorité. Merci d'être là, merci d'être attentif. C'est le temps de faire le choix pour des milieux de vie réfléchis, sains et sécuritaires dans nos aménagements de territoire. Merci encore une fois. Je passe la parole à Alexandre. Merci, Amal. Et puis, bien, j'ai bien aimé un des premiers points de la conclusion de Dr. Bergeron qui disait joignez des groupes, faites ça ensemble, hein, on se joint les coudes, on se joint les coudes. En fait, on travaille ensemble. Donc, oui, merci. Ça pourrait être un nouveau symbole de ralliement. Donc, Laval en transition, c'est aussi là pour ça. C'est aussi vous, hein, Laval en transition, le Conseil régional de l'environnement de Laval aussi. Vous pouvez en devenir membre. Puis, si vous avez une expertise ou une envie de mobiliser avec la Coalition Climat Laval aussi, donc nos trois organismes, on est très preneurs de jus de bras, de cerveau et de passion. Donc, n'hésitez pas à contribuer si vous en avez envie de votre temps, de votre énergie. Et puis finalement, bien, il nous reste quelques annonces à partager, annonces d'autres événements. Amal a déjà partagé un petit peu plus tôt une invitation pour le 6e anniversaire de la Coalition Climat Montréal qui a lieu bientôt. Est-ce que tu veux en glisser un mot? Oui, parce que je me suis trompée. En fait, c'est le vendredi. Et Mathieu et moi, nous faisons partie du conseil d'administration de Coalition Climat Montréal. Et la CAMM célèbre son 6e anniversaire le 19 février prochain. Là, on va rejoindre des politiciens, des chercheurs et des acteurs de changement. Jusqu'à date, plus de 46 organisations et 26 arrondissements et villes de la communauté métropolitaine se sont inscrits. Alors, je vous invite à venir célébrer avec nous
le changement, que tout le monde travaille pour le mettre en place. Alors, au plaisir de vous voir parmi nous. Donc, c'est ce vendredi. Merci, Amal. Je vous partage également quelques activités à venir de l'écosystème lavallois. En fait, la prochaine activité sur notre liste de la grande famille écologique de Laval, c'est le pôle régional d'économie sociale de Laval qui demain organise une table ronde. Et si Laval était une ville résiliente? Donc, on va aborder les questions sociales, économiques et environnementales et citoyennes, bien entendu. On est aussi en plein effet transition, donc le forum citoyen lavallois de Laval en transition. Donc, des prochaines activités à venir. Et là, vous avez le site web dans le chat. Donc, demain, tendre vers le zéro déchet, passer à l'action. L'autonomie alimentaire, bonjour les jardins de banlieue, le 19 février, donc vendredi aussi. On va faire un petit peu compétition au 6e anniversaire de la Coalition Climat Montréal. On s'en excuse. Et finalement, samedi, rouler vert. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de dire adieu aux voitures à essence d'un point de vue psychologique? Qu'est-ce qui nous empêche dans nos propres mécanismes intérieurs et mentaux de passer au transport public, par exemple, ou actif? Et je mettais là-dessus et je passe la parole pour la dernière annonce, Alexandre Choquet du Conseil régional de l'environnement de Laval. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? J'ai changé d'ordinateur entre-temps, donc oui, ça marche bien, parfait. Donc, mon annonce, en fait, c'est le 26 janvier dernier, il y a Mme André Laforêt, qui est la ministre des Affaires municipales du Québec. Elle a lancé la première journée de consultation pour mettre en place ce qui va être la nouvelle politique nationale d'aménagement du territoire au Québec. Donc, cette politique-là qui sera façonnée en concertation avec 16 ministères et presque autant de regroupements et ordres professionnels. Cette politique-là va couvrir à peu près tous les domaines là, qui sont liés à l'aménagement du territoire, donc l'urbanisme, l'habitation, les milieux naturels et agricoles, le patrimoine bâti, les infrastructures, la fiscalité, routes, transport, école, nommez-les tous, sont tous là. Donc, on a une grande conversation qui s'en vient là-dessus et cette politique-là devrait pouvoir déboucher sur une politique qui permet d'avoir moins d'étalement urbain, de mieux planifier la construction de nos milieux de vie au lieu que chaque région travaille en silo, à résoudre ces enjeux de développement. Donc, le CRE de Laval, la Coalition Climat Laval et Laval en transition se réjouissent de la mise sur pied d'une telle conversation nationale, comme la ministre l'appelle. Nous espérons qu'il en sortira un modèle de développement respectueux de la capacité de support des écosystèmes. Et nous attendons aussi avec impatience que soient annoncées les dates de consultation publique, parce qu'en ce moment, il y a seulement les regroupements professionnels et les ministères qui sont consultés. Et donc, ça, c'est prévu au printemps. Donc, nous, on va répondre à l'appel et on invite tous ceux qui ont participé à l'atelier d'aujourd'hui à participer également au moment venu. Et pour terminer, dans la foulée de l'événement d'aujourd'hui, on invite aussi la ministre Laforêt à inclure les associations de médecins telles que la Planète Saint-Vite en santé et le Santé Urbanité dans les groupes de professionnels qui seront rencontrés lors des prochaines rencontres parce qu'ils n'en font pas partie pour le moment. Donc, c'était notre message et merci pour votre participation à tous. Bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un très bel après-midi, probablement du bon déneigement pour faire attention faites attention sur les routes, faites attention à votre santé et puis bien, au plaisir de vous rejoindre lors de la prochaine conférence qui aura lieu sur les questions économiques. Bonne fin de journée tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Oui, je nous invite le comité à rester quelques instants. Et les conférencières également. Oui, voilà. Okay. Audrey, est-ce que tu voudrais donner une structure un petit peu à cette petite, juste une petite conclusion, les prochaines étapes également? Peut-être juste arrêter l'enregistrement sur Facebook Live.